OK. Alors, bonjour, bonsoir. Donc, pour notre petit entretien concernant la pratique vers un partenaire, je ne me trompe pas, non? Oui, oui, tout à fait. Et j'ai pris le temps de regarder quand même tout l'enseignement qui était proposé. C'était un gros morceau, cet enseignement-là. Je ne sais pas si vous avez pratiqué que seulement le module qui était proposé. Vous avez fait un peu plus que ça. Ou comment vous avez pratiqué? Ben, on a pratiqué toutes les trois, en fait, avec Louise et Isabelle. Oui, mais vous avez pratiqué quoi Euh, exactement? ben, on a fait, on a vu aussi l'ouverture, la fermeture, enfin, tous les trucs au niveau des chakras. Mhm, Notamment, il y avait, moi, j'avais un petit problème avec ce qui était hypo et hyper. J'arrivais pas à voir exactement quand c'était surchargé, quand c'était épuisé, ça me parlait pas vraiment ces termes-là. Enfin, je les voyais pas, si tu veux. Voilà. mhm. Et puis, tu arrivé à le comprendre ou pas? Non, il y a des choses là c'est un peu difficile. Par contre, l'ouverture et la fermeture, maintenant, aïe, c'est bon. Les couleurs, ça va aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais un problème aussi avec centrifuge, centripète, ça va mieux maintenant. Mhm. Ouais, c'était vraiment l'histoire de surcharger et épuisé et hypo, hyper. Enfin, il y avait des trucs là qui étaient pas clairs pour moi. Voilà. OK. De toute façon, je vais vous faire une petite présentation, puis ça va vous permettre de répondre à des questions que certaines personnes avaient concernant ça. Donc, la première chose, la pratique vers soi, c'est quand même la base. OK? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'en reviens Mhm. là-dessus? Parce que si on ne pratique pas sur soi, ben, quelque part, c'est beaucoup plus difficile des fois d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'on fait sur un autre partenaire. Donc, je pense que c'est quelque chose de, c'est pas pour rien qu'il y avait donc cette première étape là, de travailler sur soi, d'apprendre les techniques, etc. Maintenant, quand on parle de l'ouverture-fermeture, OK? L'ouverture-fermeture, c'est donc l'ouverture, qui veut donc dire quelque part, je m'ouvre, et fermeture, c'est que je me referme, OK? Je me referme, c'est-à-dire je me reviens vers moi, et ça me permet de digérer, pourrait-on dire, l'énergie. Et quand j'ouvre, ben, ça veut dire que je suis disponible pour recevoir cette énergie-là, OK? Qui sont les sept rayons, hein, les sept rayons qu'on va aller voir dans les autres techniques par la suite. Donc, si on vient à cette notion d'hyperactivité et d'hypoactivité, par exemple, hein, si j'ouvre trop, par exemple, j'ouvre, puis je constate que le chakra n'arrête pas de s'ouvrir, puis c'est comme à l'infini, ben, c'est quand même un indice qu'il y a un degré d'ouverture trop élevé. Si le degré d'ouverture est trop élevé, ça peut indiquer justement une hyperactivité, tu vois. Ensuite, si en plus de cette ouverture-là très, très grande, je constate qu'il y a plein d'énergie sombre qui se manifeste, ça indique à quelque part la surcharge. Et si je sens quelque part qu'en plus de ça, dans cet état d'ouverture-là, il y a une forme d'affaissement, ben, ça peut être l'épuisement. Tu comprends? Ah, ok, ok, oui, oui. Et dans le Ah, cas de très la bien. fermeture, ben, si la fermeture est quelque part, si je constate justement que, que le chakra a tendance à se fermer sans que je sois capable de l'ouvrir facilement, ben, ça indique bien quelque part qu'il y a une forme d'hypoactivité. C'est-à-dire que l'hypoactivité, Mhm. ça veut donc dire que le chakra n'est pas en mesure, lui, de s'ouvrir, parce que s'ouvrir, ça serait l'équilibre. Maintenant, l'ouverture-fermeture, c'est l'équilibre. Maintenant, si le chakra n'est pas capable, lui, de s'ouvrir, c'est peut-être parce qu'il est dans un état d'hypoactivité. Et si cette hypoactivité est très, très puissante, c'est-à-dire qu'en plus que c'est fermé, il y a du sombre, il y a des énergies de congestion qui sont associées à ça, c'est de la surcharge. Et si en plus on a l'impression d'affaissement, c'est l'épuisement, encore une fois, qui revient avec ça, tu comprends? Ok, ah oui, oui. Ah oui, c'est clair. Puis par les couleurs, c'est le même phénomène. L'équilibre par les couleurs, ça va être la même chose qu'on va constater. C'est-à-dire que si on fait un travail sur les couleurs, si par exemple je mets une couleur, par exemple le chakra racine, c'est le rouge. Si je mets du rouge dans mon chakra racine et je constate que mon chakra racine, je veux mettre une couleur rouge harmonieuse, celle que je la conçois, et que finalement le chakra me montre une couleur rouge, mais très, 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 très pâle, genre rose, par exemple, tu vois, mais vraiment très pâle, Oui, délavé. Mais c'est un indice d'hypoactivité. ok. Si on voit des taches noires en plus de ça, c'est un indice de surcharge.
Si on voit quelque part qu'il y a plus que l'énergie, le chakra semble vraiment en dysfonctionnement, puis qu'il y a beaucoup plus de taches sombres, puis il y a peu de couleurs qu'on arrive à faire manifester, ça va être plus l'épuisement, tu vois. Dans le cas de Mmh. l'hyperactivité, le rouge va être trop puissant. C'est un rouge trop fort, trop puissant, trop abondant. Ça va être un indice d'hyperactivité. S'il y a des taches dans le rouge, en plus, c'est des indices de surcharge. Et si, évidemment, on a l'impression quelque part qu'il y a une forme d'épuisement, ben, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que quand on sent quelque part que c'est tellement sombre, puis c'est foncé, les couleurs, puis on sent que c'est complètement embourbé, puis qu'il y a une forme d'épuisement qui va en ressortir à ce moment-là. Tu comprends? Oui, 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 oui. Ah oui, c'est très clair, merci. Ah oui, oui, OK, OK. Et on continue avec la circulation rotatoire des chakras. Ben, la circulation rotatoire des chakras, elle indique quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire qu'elle indique justement que le chakra s'ouvre. Et s'il s'ouvre, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il est réceptif aux fréquences cosmiques. Alors, donc, première étape, on cherche à ouvrir, fermer le chakra pour qu'il soit capable, lui, d'être réceptif aux énergies cosmiques. La couleur et l'énergie cosmique en question qui va finalement pénétrer dans mon chakra. Donc, j'ouvre, la couleur pénètre dans mon chakra et ensuite, je vais diffuser cette énergie-là grâce à la circulation rotatoire. Maintenant, la circulation Mmh. rotatoire a deux mouvements différents. Un mouvement qui va faire que l'énergie, elle va rentrer en moi, OK? Ce qui veut donc dire quelque part qu'elle va renforcer mon identité, elle va renforcer la relation que j'ai avec moi-même et elle va plus s'approcher de l'hypoactivité à ce moment-là, tu vois? Parce que plus c'est centripède, plus je me renferme sur moi-même. Et on sait que l'hypoactivité, c'est un mouvement quand même d'introversion. C'est-à-dire que je suis plus connecté avec moi, mais moins connecté avec l'extérieur. C'est ce qui fait que les gens Mmh. hypoactifs sont plus rigides, en fait, parce qu'ils sont moins capables de s'ajuster aux réalités extérieures, parce qu'ils sont plus connectés avec eux-mêmes. Donc, la circulation centripède va plus mettre en évidence cet aspect-là. Et le mouvement centrifuge est un mouvement d'ouverture, c'est-à-dire que la circulation centrifuge fait que le chakra distribue son énergie pour la façon, la diffuse finalement comme ça. Et cette diffusion-là indique bien ce qu'on pourrait appeler l'hyperactivité, c'est-à-dire cette capacité que j'ai de prendre cette énergie-là et de la distribuer vers l'extérieur. Donc, évidemment, par rapport à ça, ça veut donc dire que si j'ai un mouvement centripète trop élevé et que le mouvement centrifuge n'est pas présent, ça indique bien qu'il y a une forme d'hypoactivité. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire centrifuge d'une façon trop importante, ça indique bien que peut-être une hyperactivité à ce moment-là. Mais là, je ne veux pas faire des règles, hein. Je ne fais que donner de l'information pour faire comprendre des choses. Mais je ne voudrais pas que vous commenciez à faire des logiques implacables de cet ordre-là. D'accord? Oui, 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 OK. Est-ce que vous avez été plus loin que ces techniques-là ou est-ce que vous avez essayé le mouvement ascendant-descendant et le mouvement entre les axes? Non, pas moi. Sur moi, en tout cas, je l'ai pas fait, hein, enfin même sur les autres d'ailleurs. Oui, OK. Oui. Toi, Sylvie, tu l'as fait. Louise, tu l'as fait. oui. Ça s'est bien passé? En général, oui, il y a eu des blocages de certaines. Je pense à celle que j'ai faite ce matin parce que entre Thierry, Isabelle et moi, on a dit qu'on était pour pratiquer la PCI sur chacune de nous, mais à des moments où ce que on serait pas face à face, mettons. Ben, face à face en connexion. Et puis, ce matin, j'ai travaillé sur Isabelle parce qu'elle était debout. Je ne voulais pas réveiller Thierry pendant son sommeil. Je ne sais pas si ça faisait une différence ou non. Mais j'ai remarqué des. J'ai fait les 4, 5, 6 différents modes. Couleur, rotatoire, ouverture, fermeture, mouvement, descendant, ascendant, puis les axes. Mhm. Puis j'ai remarqué des choses. Là. Mais j'ai tout pris ça en note. Là, ça, je vais dire à Isabelle quand on va se voir, quand on va se rencontrer. Là. D'accord, d'accord. Oui, parce que c'est évidemment important, cette notion de partage, surtout dans le début de la pratique. Moi, je vais vous donner un exemple de que moi, c'était un souvenir que j'ai qui me fait comprendre des choses, c'est-à-dire que j'avais un groupe de gens qui pratiquaient entre eux, un peu comme vous. Et leur tendance, ils étaient dans le temps, c'était en présentiel. Ils se rencontraient physiquement. Ils étaient un groupe très, très uni. Et leur tendance à eux, c'est qu'ils avaient fait des formations en massage ensemble. Donc, ils avaient comme une très bonne complicité. Et quand ils pratiquaient entre eux, ils avaient développé la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est par exemple de dire, je perçois telle chose. Et là, on laissait, comme ils avaient eu une formation en massothérapie dans laquelle ils avaient appris à
à communiquer ce qu'il ressentait. Dès qu'une personne disait, ben, je perçois du jaune dans ta gorge. Ah, ben oui, OK, le jaune, ça me dit ça. Puis, oui, ils avaient comme développé une espèce d'aisance à quelque part à partager, mais pas mais à éviter de développer la pratique intuitive. Parce qu'évidemment, la pratique intuitive pouvait leur faire peur ou les craindre, je ne sais quoi. Donc, ils avaient cette facilité-là. Je vous parle de ça parce que là, vous pratiquez entre vous d'une façon qui n'est pas classique. OK? Je vais vous dire pourquoi c'est pas classique. C'est que quand on fait une pratique intuitive et qu'on veut développer, par exemple, une pratique professionnelle, un jour ou l'autre, vous allez devoir pratiquer d'une façon professionnelle. Professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire une consultation, que ce soit en Zoom ou que ce soit en présentiel, dans lequel la personne va venir vous voir, elle va se présenter à vous comme un client et vous allez devoir faire une consultation comme si c'était un client, même si c'est une personne que vous connaissez. Et à la fin, vous allez devoir donner un compte rendu et cette personne-là va devoir vous donner une évaluation, idéalement, pour que vous ayez un retour de la personne en question. Ça, c'est quelque chose qui est quand même formateur. Puis c'est pour ça que dans la supervision, d'ailleurs, la supervision qui s'en vient, hein, la supervision vous encourage quoi? Elle vous encourage à rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Non seulement elle vous encourage, mais elle l'exige dans le sens que vous n'avez pas à faire des consultations avec des gens que vous connaissez. Si vous connaissez quelqu'un, c'est facile de faire une consultation avec quelqu'un que vous connaissez. L'autre personne, en plus, elle va nous dire, ah ben oui, mais tu savais déjà. Donc, c'est pas intéressant. Donc, il faut à quelque part se mettre dans des situations de défis et ces défis-là vont vous apporter justement une meilleure compréhension, une meilleure évaluation de la situation, de vos forces et de vos faiblesses par rapport à ça. Vous me suivez, ça va? Oui, en fait, enfin, dis-moi si j'ai mal compris. Le fait que on pratique, comme vient de te dire Louise, c'est la première fois en fait qu'on fait ça. D'habitude, on le fait au même moment, quand on est toutes les trois ensemble. Sauf que là, effectivement, bah, la dernière fois, on est resté très longtemps ensemble et j'avais proposé effectivement qu'on puisse le faire en dehors de nos rencontres pour que enfin quand on puisse enfin, quand on se rencontre, on va pouvoir remettre les choses à plat, quoi, reparler de tout ça, reparler enfin, de la pratique qu'on a fait sur les unes et les autres. Donc c'est pas correct en fait de faire comme ça. Je n'ai pas dit que ce n'était pas correct. Je dis simplement qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir vous retrouver dans des conditions Oui, différentes de oui, celles-là. Parce qu'actuellement, c'est un peu comme, je dis ça de façon exagérée, c'est un peu comme le party. On va se rencontrer, on va avoir du fun, etc. C'est correct, hein, c'est très bien. Mais à un moment donné, il va falloir que vous dépassiez ce stade-là. Tu sais, comme par exemple faire des lectures à trois, c'est super, mais ce n'est pas des lectures à deux. Deux, c'est devant un client qu'on ne connaît pas et avec lequel on va devoir faire une performance, entre guillemets. Une performance, c'est-à-dire que vous allez mhm. avoir démontré à cette personne-là que vous avez une capacité, une habileté. Donc, ça, c'est ça, quelque part, qui est l'objectif, inévitablement. Donc, le fait de faire à trois, c'est sécurisant, mais ça ne vous permet pas de vous préparer à une pratique à deux. Parce qu'une pratique à deux, ça serait de dire, ben, tiens, on se rencontre, Thierry et Louise, admettons, on se rencontre, on fait une consultation, tu me fais une consultation, je te donne un compte-rendu de ce que moi j'ai observé, tu me fais la même chose. Là, on se prépare vraiment à vraiment faire des consultations avec d'autres gens de cette façon-là, parce qu'on se met dans une position, entre guillemets, avec une certaine rigueur, si tu veux. Et cette rigueur-là, Ok. quelque part, elle déplaît bien souvent, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de se mettre dans une situation comme celle-là, bien souvent, mais en même temps, elle est essentielle si on veut éventuellement arriver à avoir une idée juste de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, finalement. Tu sais, on peut dire, ben moi, je suis un intuitif, mais si on fait une lecture intuitive avec quelqu'un, puis la personne nous dit, écoute, je n'ai pas vu ton intuition, je suis à côté de la plaque au complet, ben ça nous confronte. Alors, je ne dis pas que la personne a raison, mais ça nous oblige à se dire, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que c'est très formateur. Puis, dans ce sens-là, évidemment, que c'est pour ça que je vous parle qu'à un moment donné, il va falloir effectivement que vous vous mettiez dans des conditions plus proches de ce que c'est qu'une consultation pour vous préparer à la supervision d'une façon plus officielle parce que ça va vous aider, tout simplement. Tu comprends? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, je comprends, oui. C'est Ok. pédagogique, en fait, ce que je dis. Moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir effectivement que vous compreniez que si vous voulez faire des consultations avec des gens que vous ne connaissez pas, il faut que vous ayez une certaine confiance en vous. Et cette confiance-là, elle doit se déployer à travers justement des pratiques que vous faites entre vous ou avec des amis, choses comme ça, pour vous préparer à ça. Je comprends.
D'accord. Alors, moi, je sais que je j'ai pas que Louise et Isabelle autour de moi. Effectivement, Mhm. j'ai testé, également sur d'autres personnes, hein, dont effectivement, bah, des personnes que je connais et qui ont accepté, de le faire. Mais, c'est vrai que sur des inconnus, non. Mais à la limite, je peux demander à des amis, s'ils ont d'autres personnes dans leur entourage et s'ils accepteraient de faire ce genre de choses. Oui, effectivement. Je vais tester Ben, ça. c'est la meilleure façon, moi je dirais que c'est la meilleure façon, je le dis franchement, Mmh. c'est la meilleure façon de C'est vrai. développer une habileté intuitive parce que si vous faites ça avec des gens que vous connaissez tout le temps, ben, vous allez toujours avoir un doute. Moi, une des choses qui m'a été le plus formateur, là, c'est quand j'ai fait des salons ésotériques. À l'époque, il en existe toujours, hein, mais à l'époque, il y a des gros salons ésotériques à Montréal, je me rappelle, et puis j'avais fait ces salons-là, puis qu'est-ce que je faisais? C'était des mini-consultations pendant tout le temps du salon. Et ça, c'était une façon, c'était plein de monde différent qui venait me voir. Et moi, je devais faire une consultation de très peu de temps. Et c'était vraiment très, ça m'avait je trouvais ça très intéressant. Et une autre chose qui est intéressante, c'est lorsque des gens nous disent, hein, c'est un peu nos échecs en quelque part. C'est comme une fois, une personne avait dit, écoute, tu es complètement à côté de la plaque. Alors, moi, j'avais pris le temps d'écouter ce qu'elle me disait, mais je lui avais pris le temps de me dire, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est juste et en quoi ça ne l'est pas si ça ne l'est pas, tu vois? Donc, je suis resté dans une position de témoin. Je n'ai pas été affecté dans le sens émotionnel du terme, parce que si j'avais été affecté émotionnellement parlant, j'aurais simplement dit, oui, tu as raison, je suis un pourri, tu vois, en faisant une exagération. Hein, j'aurais dit, ah ben oui, tu as raison, je ne suis pas capable. Alors, j'ai pris le temps d'être à l'écoute de ça pour être capable, justement, de pouvoir évaluer, parce qu'évidemment, on peut se tromper. Puis je pense que c'est important quelque part d'être capable de le reconnaître. Hein. C'est pas toujours facile de reconnaître qu'on se trompe, mais on peut se tromper. Et puis notre rôle à nous, en fin de compte, c'est justement de trouver des moyens pour ne pas se tromper. Et comment va-t-on faire ça? C'est surtout en échangeant avec les gens. Et quand, par exemple, Louise, tu me dis que tu vas faire un soin à distance pendant que la personne n'est pas là, c'est super. Sauf que quand tu vas faire des consultations avec des gens, tu vas être confronté avec des gens qui vont être devant toi, que ce soit sur Zoom ou que ce soit en présence physique, et qui vont t'écouter. Et que si tu n'es pas habitué à exprimer ce que toi, tu as observé chez eux d'une façon constructive, tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes parce que les gens vont mal réagir fort probablement. C'est pour ça, justement, qu'il y avait une petite vidéo que vous avez sans doute visionnée sur comment communiquer vos intuitions à un partenaire, parce que c'est vraiment important de se mettre dans ce bain-là pour vraiment comprendre, justement, que si on dit à quelqu'un, tu as un gros bouton sur le bout du nez, tu vois, par exemple, je fais une caricature, évidemment, le gros bouton sur le bout du nez est évident, tout le monde le voit. Mais moi, si en plus je lui dis, ben oui, tu as un gros bouton sur le bout du nez, la personne elle va se sentir quelque part attaquée, elle va se sentir blessée. Elle le sait déjà qu'elle a le bouton sur le bout du nez, là, tu vois. Alors, dans l'intuition, c'est un peu la même chose. Si moi, je dis à quelqu'un, vous avez le cœur fermé, madame, ben, la personne, qu'est-ce qu'elle va penser, elle, de moi? Elle va dire, ben lui, qu'est-ce qu'il a à me dire ça? Ça me fait mal. Là. Écoute, je sais peut-être que c'est vrai, mais j'ai pas envie d'entendre ça. Moi, j'ai envie d'entendre quelque chose de positif, de constructif, finalement. Ah, c'est pour ça que là, on n'en a pas parlé de ça encore, mais la notion de la déprogrammation et de soins, pourquoi c'est si important les deux? C'est qu'elle nous sort du négatif, elle nous amène vers quelque chose d'évolutif, elle nous amène à faire comprendre à notre partenaire que bien qu'elle ait un gros bouton sur le bout du nez, la déprogrammation et le soin lui permet quelque part d'envisager un monde meilleur, c'est-à-dire quelque chose, un monde plus rose. Et ce monde plus rose n'est pas une invention, c'est pas quelque chose qu'on dit pour faire plaisir à personne, c'est parce qu'on le perçoit dans le processus intuitif. On est capable d'accompagner la personne dans une démarche qui l'amène à concevoir que sa vie puisse être évolutive et qu'effectivement, son gros bouton sur le bout du nez, ben, quelque part, ça puisse évoluer dans le bon sens. Vous comprenez? Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. On a seulement fait ce que tu nous as suggéré de faire, de ne pas rester dans le même créneau, dans la même boîte, de rester centré puis faire juste une chose spécifique. On a Ouais. décidé d'essayer des choses différentes pour voir qu'est-ce que c'était pour donner. C'était notre premier Mhm. essai. Et puis, on n'a pas complété l'essai encore parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer pour partager l'information, ce qui est prévu. C'était pour sauver du temps, je présume, au lieu de se rencontrer, faire le soin, attendre 30 minutes ou 50 minutes, puis revenir au téléphone par la suite pour faire dire ce qu'on a trouvé, ces choses-là.
Comme ça, on peut Moi, passer directement. je n'ai pas là pour reprocher quelque chose. Je suis simplement là pour vous rappeler quelque chose. C'est très bien ce que vous avez fait. Sauf que je pense que c'est important quelque part moi, je suis là pour vous rappeler que là, on est dans le module justement sur la pratique personnelle. Alors, le module de pratique personnelle, bon, on pratique entre vous, c'est super, mais à un moment donné, il va falloir que vous commenciez justement à dépasser le stade de entre vous pour commencer à vous ouvrir la porte, à dire, OK, là, je commence à faire des soins vers d'autres personnes et surtout des gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui sont intéressants. Les gens qui ne nous connaissent pas sont capables, eux, de nous dire, ben ça me convient pas ce que tu me dis. Ils sont capables de me dire, mais ça n'a pas d'allure ce que tu me racontes. Ils sont capables parce qu'ils ne sont pas dans une relation affective avec nous. Et souvent, les gens qui sont dans une relation affective, ils vont vouloir être gentils avec nous, ils vont vouloir nous encourager, ils vont vouloir. Puis en plus, on les connaît, on a une relation, donc on a un certain terrain déjà de base qui nous fait qu'on se sent relativement à l'aise avec eux. C'est ça que moi, je veux vous faire comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Je suis simplement en train de vous dire, quelque part, que si vous voulez atteindre un niveau professionnel, il va falloir que vous envisagez, évidemment, de commencer à vous mettre en relation avec des gens qui vont être capables de vous donner leur juste. C'est ça qui est important, parce que entre amis, ben, c'est sympathique, mais inévitablement, quand on rencontre des gens qui ont des attentes importantes, même des fois, ben, on doit être capable de leur répondre. Et c'est ça le défi. C'est là que ça devient très intéressant pour nous. Ça nous permet de voir où sont nos faiblesses et où sont nos forces. Et c'est ça un peu que je voulais vous dire par rapport à ça. Moi, je ne suis pas là pour vous critiquer là, j'ai juste pour vous rappeler quelque part qu'il va falloir maintenant passer à l'étape où vous allez commencer donc à devoir envisager ce type de pratique-là. C'est dans ce sens-là que les documents que je vous avais montrés la dernière fois avaient leur raison d'être, hein, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, ben, l'idée, c'était de dire, ben voilà, moi, après mon soin avec la personne, je m'évalue moi-même par rapport à moi, puis l'autre personne, on lui remet une feuille en lui disant, ben, fais une évaluation, puis transmets ça à Sylvain. Alors, toi, vous n'êtes pas en mesure de savoir que cette personne-là a pu vous communiquer. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est pas que la personne va vous dire des vacheries. Peut-être qu'elle va elle va peut-être vous dire que c'est exceptionnel ce qu'elle a vécu avec vous, hein? Donc, mais en même temps, ça lui donne l'opportunité à cette personne-là de pouvoir dire librement, sans passer par vous, si elle apprécie ou pas. Alors, c'est simplement ça l'objectif de ça. C'est simplement pour avoir une forme de regard le plus juste possible de la situation qui nous permet de comprendre, parce que même si une personne peut me dire, elle peut dire, c'était super moche la consultation, pour moi, je ne me fie pas sur le fait que la personne fasse une mauvaise évaluation. Je me fie, par contre, sur qu'est-ce que moi je regarde la situation, la dynamique, de comprendre qu'est-ce qui animait cette personne-là, qu'est-ce que vous avez pu lui dire, puis ensuite de comprendre l'ensemble de tout ça. Ça ne veut pas dire pour autant que parce que quelqu'un vous donne une très mauvaise note que vous êtes en train de manquer votre coup. C'est juste qu'on essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'évidemment, comme je disais tantôt, la communication dans l'aspect intuition est très important. Et quand on fait c'est pour ça qu'on parle des techniques ouverture-fermeture, par exemple, ben, on pourrait dire, ben, tu as le chakra du cœur fermé à la personne. Mais dire ça, ça serait de la figer dans quelque chose qui serait limitatif. On sait, nous, que bien que le chakra semble fermé, on peut justement chercher à ouvrir, refermer, chercher à ouvrir, fermer, mettre de la couleur, circulation rotatoire, mouvement ascendant-descendant. On a plein d'actions qu'on peut faire pour arriver à faire valoir que cette apparente fermeture peut se modifier et qu'elle nous indique justement de quelle façon que les modifications que l'on fait sur la personne entraînent des changements chez elle. Et c'est ça, quelque part, qui devient très constructif et très positif dans la consultation parce que la personne n'entend pas lu qu'elle est fermée, elle entend au contraire toutes les étapes, toutes les choses qu'elle peut faire pour s'en sortir. Et ça, c'est vraiment un élément clé, je dirais, dans la consultation. Donc, c'est pour ça que la déprogrammation et les soins ont vraiment un aspect important. Et quand vous faites un travail sur les chakras, ben, vous comprenez qu'il y a un soin tout le temps. Quand vous dites ben, ouverture-fermeture, c'est un soin, mettre de la couleur, c'est un soin, mais en même temps, vous faites une évaluation, puis en même temps, il y a un soin. Et c'est ça, quelque part, qui fait que le discours intuitif devient beaucoup plus riche et intéressant parce que la personne, à quelque part, a l'impression justement d'assister au déploiement. Hein, c'est un peu comme celle d'Étienne Chenille, puis elle se transforme en papillon à travers la lecture. Et ça, c'est quand même très intéressant. Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? Oui. Est-ce que j'ai quelques Oui. petites informations que je peux poser? Oui. Oui, bien sûr. La date que notre évaluation va être, est-ce que tu as ça déjà ou? Non, parce que ça va être défini en fonction on va se définir ça ensemble. On n'est pas pressé, là, on n'est pas dans un état d'urgence, à moins que vous vouliez à quelque part à tout prix, je vous donne une date très ferme, mais
mais je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que vous êtes un petit groupe et c'est intéressant peut-être de vous donner l'opportunité de vous mettre dans le bain et de développer l'apprentissage que vous avez besoin pour arriver à vous sentir prêt à le faire adéquatement. Parfait. OK, super. Merci. C'est ça, donc, oui. J'ai 3 autres informations à vérifier avec toi. Mhm. Est-ce que ça va inclure la spirale évolutive euh, dans l'évaluation ou ça va être surtout au niveau des chakras? Ben, l'esprit évolutif, c'est les chakras. En fin de compte, c'est pas étranger aux chakras, sauf qu'évidemment, l'évaluation, c'est sur les chakras. Donc, la spirale évolutive, c'est quelque chose qui est un monde à part, pourrait-on dire. C'est un autre univers. Par contre, si l'enseignement de la spirale évolutive que vous avez eu vous donne accès à toutes les possibilités. Vous n'avez pas besoin de la spirale évolutive, de la connaissance de la spirale évolutive pour jouer dans la spirale évolutive, puisque la spirale évolutive, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance qu'on est animé par plusieurs états de conscience. Donc, ça vous permet donc d'avoir en tête l'idée de dire, ben tiens, cette personne me dit qu'elle vit de l'insomnie, ben je peux travailler sur l'insomnie. Cette personne me dit qu'elle est dépressive, je peux travailler sur la dépression, tu vois. Cette personne me dit qu'elle est colérique, je peux travailler sur la colère, tu vois. Et c'est ça un peu l'idée de la spirale évolutive. Tu comprends? Oui, une seconde. Puis tu sais, si on parle, exemple, la personne elle veut travailler sur la colère, ben, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je peux travailler sur Sylvain en colère. Puis le Sylvain en colère, il y a 7 chakras. Tout comme Sylvain Bélanger qui est ici a 7 chakras. Tu vois, le Sylvain qui est en colère a 7 chakras, mais la condition énergétique associée aux chakras ne sont pas les mêmes que le Sylvain qui est ici. Je sais pas si tu comprends. Non. OK. C'est-à-dire que c'est un peu comme le principe des poupées gigognes là, en Russie. Là, tu vois, les petites poupées qui sont. On ouvre une poupée, une deuxième, troisième, quatrième. Euh, c'est que moi, quelque part, je peux travailler sur moi dans ma globalité. Je suis fait de chair et d'os, ma structure énergétique, etc. À partir du moment qu'on reconnaît que moi, Sylvain Bélanger, je suis animé par plusieurs états de conscience. État de conscience, ça veut dire que finalement, je pourrais travailler, je ne sais pas moi, avec l'enfant de 5 ans qui est en moi, que je porte en moi, qui est mon enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, je pourrais me mettre en relation avec lui et constater qu'il n'est pas habité dans le bas de son corps. À partir du chakra du ventre, le chakra sacré, il y aurait un vide énergétique. OK? Ah, c'est bizarre ça. Donc, je serais en train de faire une évaluation de ces chakras à cet enfant-là, qui n'est pas moi. C'est une facette de moi. Maintenant, cette facette de moi, il y a des chances que l'impact, que le fait qu'elle ne soit pas habitée dans le bas de son corps, il y a des fortes chances que je suis moi aussi affecté par ça. Mais d'une façon peut-être différente, tu vois. C'est pas nécessairement vrai que parce que l'enfant de 5 ans qui est en moi n'a pas d'énergie du ventre jusqu'à ses pieds, que moi, j'ai la même problématique, mais je peux avoir des problématiques similaires ou des conséquences dues à ce phénomène-là qui est sur moi. C'est pour ça qu'on va travailler donc sur cet enfant intérieur-là pour chercher justement à lui permettre de retrouver ses jambes, de retrouver son ventre, de retrouver son chakra racine et de lui permettre de montrer quelque part une autre expression de lui-même. Tu comprends? Oui. Donc, ce ne sera pas nécessaire de dire, par exemple, si on découvre, si on prend ton exemple, qu'il n'est pas habité dans le bas de ses jambes, que ça rapporte à, exemple, tel chakra qui est en hypo ou hyper ou équilibré, mettons. En fin de compte, toute cette terminologie-là, d'une part, elle fait pas partie de la spirale évolutive comme telle en passant. Elle fait partie de la réflexion quelque part sur la santé qu'on doit avoir en tête. Ça ne veut pas dire pourtant, moi, quand on est dans un travail intuitif, les concepts théoriques ne sont pas importants parce qu'on est dans une démarche intuitive. Par contre, les concepts théoriques nous servent de référent pour être capable de reconnaître qu'est-ce qui se passe. Tantôt, ça, comme Thierry me disait, elle n'est pas capable de reconnaître l'hypo-hyperactif. Peut-être que maintenant, avec les informations que je lui ai données, elle va être capable de mieux cerner justement la logique de ce que c'est qu'un état hypoactif puis un état hyperactif. Et la logique de ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement que quand c'est hypoactif, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que l'énergie, quelque part, elle est plus intériorisée. La personne est dans un processus où c'est plus lent, où elle est plus dans la crainte, plus dans l'appréhension, elle prend le temps, elle est hypersensible, elle tient compte beaucoup de l'extérieur d'elle-même parce qu'à quelque part, elle veut vraiment être bien avec elle-même, donc elle se protège beaucoup. Soit, il y a plein d'informations qui viennent avec ça. C'est pour ça que les éléments théoriques
qui sont donnés tant dans la spirale évolutive que sur les chakras, etc., ont tous à quelque part une raison d'être qui est strictement théorique. Par contre, quand on se lance dans l'aspect intuition, si on n'a pas intégré cette théorie-là, on va parler dans le vague. On va parler à quelque part d'une énergie, on va parler de choses un peu. On va pas avoir compris à quelque part qu'est-ce qu'on perçoit, tu vois? Et c'est ça, finalement, c'est pour ça qu'il y a une théorie qui existe. La théorie, elle doit simplement nous servir à nous référer pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. Si on n'est pas capable de comprendre, bien, on va rester dans le flou. On va dire des choses banales, on va rester à un niveau intuitif qui n'est pas approfondi. Tu comprends? Oui, merci. Puis C'est mon pour cette autre, raison-là. Donc, voilà. Oui. ouais. Est-ce qu'il y a moyen, tu mentionnais nous allons pratiquer avec des gens que toi, tu as sur une liste, quelque chose comme ça, pour le test. Est-ce que tu as peut-être pas les mêmes personnes ou les mêmes personnes, ça dépend de comment toi tu perçois ça, d'autres personnes que tu pourrais nous référer qui seraient prêtes à ce qu'on fasse du travail dessus? Euh, j'ai pas de liste, hein. J'ai dit ça OK? comme ça, c'est-à-dire que je pourrais faire une annonce. OK. L'annonce, finalement, consisterait à dire à des gens, écoutez, est-ce que ça vous intéresse de pouvoir bénéficier d'un soin avec des gens qui sont en formation? Alors, Oui. souvent, il y a des gens qui sont intéressés, hein, surtout que, bon, ça peut être gratuit ou en tout cas, il peut y avoir une participation volontaire, c'est à déterminer, mais l'intérêt de ça, c'est que ces gens-là, quelque part, ben, puissent finalement avoir envie d'expérimenter quelque chose avec vous. Et ça, je ferai une annonce et on verrait à ce moment-là quels sont, qu'est-ce qui en résulterait. Je pourrais faire une annonce sur Facebook aussi. Je pourrais faire, quand on sera prêt à cette étape-là, il y a plusieurs façons d'aborder, mais je pense que je valoriserai dans un premier temps mon mailing list à moi, puis Facebook en deuxième temps. Donc, on verrait avec la réponse qu'est-ce que ça donnerait pour que vous puissiez travailler avec ces gens-là. Voilà. OK, c'est bon. Euh, si tu mets une pause sur l'enregistrement, est-ce que c'est facile de la reprendre après? Oui, oui, oui. Pause, attends, je ne sais pas si je peux mettre pause, en fin de compte, tu me fais penser. Je pense que je suis obligé d'arrêter l'enregistrement. Oui, Ah non, ouais. ben arrête pas. C'est juste parce qu'on est trois normalement dans la formation, puis je me demandais si la troisième personne t'avait avisé qu'elle n'était pas là. Peut-être que. Non, elle ne m'a pas avisé qu'elle n'était pas là, mais vous êtes plus que ça, hein. Il y a d'autres personnes qui ne sont jamais là, mais je dois les recontacter justement. Il y a d'autres personnes également qui sont présentes, mais qui sont pas présentées fréquemment. Hmm. OK. L'autre chose que je voulais vous dire maintenant, pour continuer, alors donc on a vu le centripète, centrifuge et tout ça, donc les trois techniques de base qui sont vraiment reliées à un chakra. Maintenant, quand on fait une lecture intuitive à un partenaire, il y a une question de temps. Si je fais une lecture, si je fais un soin sur les chakras, sur les 7 chakras, avec toutes les techniques qu'on a apprises, vous comprenez quelque part qu'il y a un certain laps de temps que ça peut prendre. Si en plus on fait une lecture intuitive, déprogrammation et soins sur tous les chakras, ça fait un long truc. Donc, vous avez compris sans doute hein, que c'est assez rare qu'on va se lancer dans quelque chose d'aussi complet parce que quelque part, on va choisir, parce qu'on a un laps de temps X, mettons, si on a déterminé que le soin devait durer 1 heure, bien, on doit gérer la durée de la consultation pour s'assurer justement que ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à soigner les 7 chakras, mais qu'on va sans doute focuser sur certains d'entre eux pour approfondir ce qu'on perçoit comme étant les chakras les plus perturbés, par exemple. Vous me suivez à ce niveau-là? Oui, donc, Oui, oui. est-ce que ça veut dire qu'à l'évaluation, on va avoir 1 heure chacune? Euh, En fin de compte, moi, je ne serai pas là avec vous, hein, ces moments-là, parce qu'évidemment, ça va se faire à distance dans votre cas. Donc, c'est vous qui allez devoir gérer ça. Mais logiquement, un soin qui dépasse 1 heure, 1h15, 1h30, c'est quand même pas mal maximum. On peut aller des fois à 2 heures, mais moi, ce que je crois, c'est 1 heure. C'est une bonne période. D'ailleurs, c'est reconnu, hein. En général, les soins, d'une façon logique, c'est 1 heure à peu près de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi à la personne de digérer l'information qui a été transmise. Si on lui donne, et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi en passant, hein. Quand on fait des consultations, les gens pensent, par exemple, qu'il va falloir qu'ils parlent pendant tout le temps de la consultation. C'est pas vrai. On peut très bien, quelque part, faire une consultation dans le silence, puis avoir pris le temps de noter pendant le soin ce qu'on a pu observer, puis à la fin, on peut partager avec notre partenaire. Il y a plein de façons différentes de faire. Moi, quelque part, je ne vous impose d'aucune façon
ma façon de faire, parce que ma façon de faire, c'est la mienne, puis bon, elle est ce qu'elle est. Maintenant, je pense que qu'une personne qui reçoit un soin dans le silence, c'est super intéressant aussi, parce que quelque part, ça lui permet de justement vivre l'expérience du soin, et à la fin, on peut partager des choses avec elle. C'est très bien ainsi aussi, hein, tu vois. Donc, il n'y a pas d'obligation à ce sujet-là. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que je voulais vous parler du mouvement ascendant et descendant et de la circulation entre les axes. C'est deux techniques, effectivement, qui sont quand même importantes. C'est qu'après qu'on ait fait, donc si je travaille sur mon chakra du cœur, je pourrais faire ouverture, fermeture, équilibre par les couleurs, circulation centripète et centrifuge. Tout ça se fait sur le même chakra. Donc, vous voyez que ces trois techniques-là peuvent se faire sur un chakra. On n'est pas obligé de faire les trois techniques parce que vous devez comprendre ici que vous avez comme une boîte à outils. La boîte à outils, c'est de vous dire, OK, là, je veux faire un soin sur le chakra du cœur de Sylvain, ben, je peux faire ouverture-fermeture puis m'arrêter là parce que ça m'apparaît juste. Mais je pourrais aussi mettre de la couleur, faire la circulation centripète, centrifuge, je peux vraiment quelque chose de complet par rapport au chakra du cœur. Donc, vous avez la liberté, en fin de compte, d'utiliser les outils qui vous apparaissent les plus justes possibles. Après avoir fait ça, vous avez l'opportunité, après avoir fait un travail sur les chakras d'une façon plus individuelle, vous avez l'opportunité de travailler d'une façon plus globale. C'est-à-dire que si je travaille au niveau du chakra du cœur pour déterminer le mouvement descendant du chakra du cœur, je vais donc travailler à constater que le chakra du cœur, quand je fais un mouvement descendant, il peut y avoir une énorme tension au niveau du plexus solaire, par exemple. Alors, c'est bizarre. Pourquoi une tension qui est présente au niveau du plexus solaire alors que tout le reste a l'air d'être équilibré? Donc, je vais prendre le temps d'aller voir le plexus solaire. Par contre, si j'étais au niveau de la gorge et que je fais le mouvement descendant de ma gorge vers les pieds, je pourrais constater que c'est au niveau du chakra racine que je rencontrerai une résistance. Vous voyez, il y a donc une. C'est pas parce que vous faites un mouvement descendant que vous allez toujours rencontrer les mêmes résistances. Selon l'endroit où vous vous situez dans vos chakras, vous allez constater qu'il y a une interrelation, une interconnexion qui peut exister, qui est très intéressante à tenir compte également. Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? Oui, Oui. Puis, la chose qui est importante par rapport au mouvement descendant, ça fait référence à l'hypoactivité versus l'hyperactivité. Quand c'est mouvement descendant, on doit penser à hypoactivité. Ce qui ne veut pas dire qu'un mouvement descendant est toujours associé à l'hypoactivité. Ça veut juste dire quelque part que le mouvement descendant est associé à la régénération, pour commencer. Régénération, c'est est-ce que je suis capable de me régénérer? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis capable de me détendre? Est-ce que je suis capable de me ressourcer? Est-ce que je suis capable de renouer contact avec l'énergie tellurique de la Terre? C'est ça que ça veut dire. Le mouvement descendant est un mouvement important de la santé parce que dans la société dans laquelle on est actuellement, on est dans une société où tout va trop rapidement. Et comme tout va trop rapidement, ben, on a tendance, effectivement, à être beaucoup plus dans le mouvement ascendant que le mouvement descendant. Parce que le mouvement descendant, c'est un prix, on a un prix à payer. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter, alors qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'arrêter. Donc, on doit continuer. Et comme on doit continuer, ben, on favorise beaucoup le mouvement ascendant. Et ce mouvement ascendant-là, quelque part, c'est lui qui nous amène vers l'épuisement. Parce que c'est une dépense énergétique, le mouvement ascendant. Hein, c'est-à-dire que mon système sympathique, le système de l'effort, est constamment sollicité. Alors, c'est pour ça que c'est important de reconnaître l'équilibre entre le mouvement descendant et ascendant, c'est-à-dire sympathique, parasympathique, sympathique au niveau des systèmes nerveux. Il y a donc une alternance entre les deux. Et cette alternance-là détermine à quelque part le niveau de stress d'un individu et permet de déterminer également la capacité de la personne à se régénérer. Alors, c'est pour ça que c'est important de tenir compte de ça. Et quand le mouvement descendant est très, très déséquilibré ou très perturbé, bien évidemment, ça peut donc indiquer que la personne a la difficulté à descendre. Donc, elle a la difficulté à se relaxer, à se relâcher, à se ressourcer. Donc, plus on arrive à favoriser ce mouvement de détente, plus on permet justement à la personne de pouvoir justement renouer contact avec la détente, avec le calme, la tranquillité, la régénération, qui sont des étapes essentielles dans tout le processus de guérison quand on parle de problèmes de santé physique. Mais au niveau psychologique, évidemment, ça montre quelque part que la personne se ressource parce qu'elle se détend, elle arrête d'être dans l'inquiétude, dans le stress, etc., etc. Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? oui, Oui. Alors, oui, c'est puis clair. le mouvement ascendant, c'est donc relié à l'effort. Et cet effort-là, bien évidemment, on a tous besoin, quelque part, d'avoir cette alternance entre les deux. C'est-à-dire que par moment, on a besoin de se relaxer, se régénérer, se ressourcer. Puis par d'autres moments, on a besoin de faire ce qu'on a à faire. Donc, on a besoin de prendre cette énergie ascendante et de la stimuler. Donc, pour chacun des chakras, on constate que chacun des chakras, ce sont des réalités, des micro-réalités qui sont en nous. Hein, comme le chakra racine, c'est tout relié à la sécurité. Donc, on constate que le chakra racine qui est relié à la sécurité, bien, doit être capable de se ressourcer, puis doit être capable de manifester des efforts.
le chakra sacré, même chose, et ainsi de suite. Donc, en faisant cette technique de mouvement ascendant et descendant, ça nous permet d'évaluer quelque part ce degré de régénération et de détente qui va permettre à l'individu de pouvoir dépenser de l'énergie d'une façon efficace. Vous me suivez? Oui. Est-ce Puis que je donc, peux oui. poser une question sur les axes? Oui, OK, on est rendu là maintenant, la circulation entre les Ah axes, ben, oui. fais ton explication, c'est juste parce qu'il y a 4 axes. Hein? Mhm. Puis moi, j'aurais tendance à en mettre une 5e. OK, je t'écoute. Le chakra de la gorge avec le chakra couronne. Tu peux, mais en fin de compte, j'aurais sans doute besoin de comprendre ce que tu en es, mais je vais te présenter la présentation pour puis tu vas peut-être comprendre un peu pourquoi il y a une circulation entre les axes, parce qu'il y a une logique. La logique, elle, quelque part, elle repose sur des principes assez simples. Le chakra racine est basé sur la volonté instinctive de survivre. Moi, en tant qu'être humain, quand je suis arrivé sur Terre, hein, ben, quelque part, il fallait survivre. On est tous là-dedans, tous les êtres humains sur Terre. Et puis, aujourd'hui, on vit dans une société un peu plus moderne, mais à une certaine époque, survivre, ça voulait dire quelque part, manger, fallait se battre, fallait aller tuer des animaux. Bon, il y avait toute une question de survie là-dedans. Donc, le chakra racine est beaucoup relié à la volonté primitive de l'être humain qui cherche à survivre. Et le chakra couronne, c'est toute la relation avec la volonté spirituelle, qui, elle, est quelque part, est cette volonté, mais une volonté qui nous dépasse. C'est la volonté de Dieu, entre guillemets, la volonté d'une force spirituelle qui nous met en contact avec notre destin. C'est-à-dire qu'elle nous met en contact, justement, avec la raison d'être de notre existence. On est sur Terre, on ne sait pas pourquoi on est là, mais cette volonté spirituelle-là vient nous rappeler quelque part pourquoi on est là. Elle nous rappelle, justement, un certain chemin par rapport à tout ça, tu vois? Et c'est ça un peu le concept. Alors donc, donc, il y a une complémentarité entre les deux, c'est-à-dire cette volonté primitive, de quelle façon que je suis capable de l'assumer et de quelle façon que cette volonté primitive-là peut se relier à ma volonté spirituelle. C'est pour ça qu'on fait l'axe chakra racine, chakra couronne, ça nous permet de déterminer est-ce que ma volonté primitive est en accord avec ma volonté spirituelle. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est-à-dire que ça nous permet encore là de comprendre que si la circulation ne se fait pas bien entre les deux chakras, on arrive à comprendre effectivement qu'il y a des gens, par exemple, qui sont trop dans l'aspect égoïque de leur personnalité, donc trop dans le chakra racine, trop dans la volonté de survivre, trop dans la volonté de se battre, etc., d'être dans la dimension très humaine. Puis il y en a d'autres qui sont très dans la spiritualité, qui vont carrément, quelque part, se perdre dans la spiritualité, puis ils vont plus être dans leurs besoins fondamentaux. Donc, ça nous permet, encore une fois, de trouver cette logique, en quelque part, entre les deux chakras qui sont essentiels pour qu'il y ait une circulation appropriée entre les deux. Comme le chakra sacré et le chakra de la gorge, même chose. Le chakra sacré, c'est notre identité. Alors, notre identité, elle est essentielle, c'est-à-dire mon positionnement par rapport à qui je suis et par rapport à ce que les autres sont. Et ce positionnement-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut m'amener à envisager de regarder ce que les autres font et de les copier. Pourquoi je parle de ça? Parce que très souvent, on associe le chakra sacré à la créativité et le chakra de la gorge à la communication. Et moi, je dis ça, je fais ça autrement, je présente ça autrement. Je précise parce que vous allez voir dans la littérature que souvent, on ne va pas retrouver cette proposition que moi je fais dans la littérature et c'est quand même important de comprendre pourquoi. Dans le développement humain, le chakra racine, c'est l'enfant qui naît sur Terre et qui apprend à reconnaître ses besoins fondamentaux, sa sécurité, etc. Ensuite, évidemment, il y a notre identité. L'identité, c'est ma capacité à moi de me distinguer en tant qu'être humain par rapport à ma mère, par rapport à mon père. Je suis une personne distincte. Je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère. Donc, c'est mon identité qui prend forme. Et cette identité me permet, moi, de découvrir qui je suis. De découvrir qui je suis, ça veut dire que moi, Sylvain, je suis arrivé sur Terre, on ne m'a pas donné un mode d'emploi pour savoir comment j'étais et comment je fonctionnais. Donc, j'ai appris sur le tas à développer une identité en moi, de comprendre comment je fonctionne, comment je suis, etc. Et ça m'a amené progressivement à développer la connaissance de moi. Et cette connaissance de moi m'a permis, à quelque part, de développer une forme de vérité envers moi, une forme d'authenticité envers qui je suis. C'est-à-dire d'être capable de m'accueillir, de m'accepter tel que je suis, de ne pas me mentir à moi-même. Et parce que j'ai été capable de faire ça, j'ai ensuite capable de développer une communication avec les autres en recherchant cette authenticité de la même façon. Donc, le chakra sacré est beaucoup basé sur ce principe de communication et d'authenticité avec moi-même et qui fait que, au niveau de la région de la gorge, je vais commencer à me faire confiance pour reconnaître mon potentiel créateur. Mon potentiel créateur, la gorge, c'est un chakra supérieur, il est relié au ciel, il me connecte avec des choses qui n'existent pas sur Terre. Il me met en contact justement avec la parole qui crée. La parole qui crée qui n'est pas une parole routinière,
ou une parole est quelque part convenue, mais plutôt avec une inspiration créatrice. Donc, la gorge est vraiment d'abord avant tout une démarche c'est le créateur qui se retrouve là et c'est la capacité d'utiliser la parole pour créer la vie. Alors que le chakra sacré est davantage un chakra qui, lui, va chercher justement à se définir par rapport à qui il est et à chercher une forme d'authenticité avec les autres autour de lui. Et la créativité qu'on va retrouver dans le chakra sacré est une créativité que moi j'appelle commerciale. J'utilise ce terme-là, même si c'est peut-être pas le bon terme. Je veux dire par là que, par exemple, moi, si j'ai j'ai un commerce de cuisine asiatique qui fonctionne bien, ben mon ami qui est à côté de moi, il va regarder, il dit Hey, ton restaurant il fonctionne drôlement bien, je vais ouvrir un restaurant asiatique juste devant chez toi. Alors, c'est pas une grande créativité de faire ça, hein. C'est simplement de dire, ben, je vois que ça fonctionne, je vais faire la même chose avec toi. C'est un peu comme dans la musique aussi. Telle chanson, ça a fonctionné, mais je vais copier cette chanson-là, je vais la transformer un peu, puis je vais en faire un succès moi aussi. Vous voyez, ça, c'est une créativité que je considère comme plus reliée à la volonté de copier, de se copier mutuellement en tant qu'être humain, et ça fait plus référence au chakra sacré. Donc, le chakra de la gorge, lui, est plus en relation avec une créativité originale, quelqu'un qui arrive avec de nouvelles formes, de nouvelles inspirations créatrices et qui arrive avec une nouvelle énergie, une nouvelle expression créatrice. Et c'est ça qui va permettre justement, encore une fois, de voir la complémentarité entre mon chakra sacré qui est relié à cette capacité que j'ai de m'incarner sur Terre et de collaborer avec les êtres humains sur Terre, et cette capacité que j'ai de m'individualiser pour créer ma propre voie, mon propre chemin. Vous me suivez, ça va? Oui. Le troisième axe, c'est le chakra solaire, chakra du cœur. Donc, le chakra solaire, mais évidemment, c'est le côté guerrier, le côté plus égoïque aussi. C'est celui, à quelque part, qui veut plus prendre sa place, hein. Dans le développement humain, on est tous confrontés un jour ou l'autre à se faire valoriser par, par nos parents, par nos professeurs, etc., ou se faire dévaloriser, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Et évidemment, le chakra solaire, c'est relié à la lumière que j'incarne. Si on me valorise beaucoup, ben c'est certain que je vais me sentir super wow, puis je vais me sentir aimé, je vais me sentir important, je vais me mettre en lumière que je suis quelqu'un qui, hey, je ne suis pas n'importe qui, moi, hein, j'ai des talents, j'ai des capacités. Alors que si j'ai été très fortement dévalorisé, je risque de me retrouver dans une position où je ne vais pas me sentir très confortable à dire que j'existe, puis à dire ce que je veux pas, parce qu'on ne m'aura pas enseigné, on ne m'aura pas valorisé, en fait. Alors, c'est là que c'est important de bien comprendre que ce plexus solaire-là, quelque part, quand il est en collaboration avec le chakra du cœur, ben, il y a une complémentarité dans le sens que mon ego, plexus solaire, ma capacité à vouloir prendre ma place, va collaborer avec cette volonté que j'ai de m'aimer, d'une part, et de servir l'humanité. C'est-à-dire que je ne suis plus dans une forme d'amour égoïste, je suis dans un amour, quelque part, qui se veut justement collaborative et participative à un monde meilleur. Et ça aussi, ça permet de déterminer, effectivement, si je suis quelqu'un qui est plus dans l'ego, plus de cette capacité que j'ai de m'accueillir puis de me donner l'opportunité de participer à un monde meilleur. Tu vois, c'est un peu la complémentarité, je pourrais se situer à ce niveau-là. Et le dernier axe, cœur frontal, c'est assez facile à comprendre. Le cœur, bien évidemment, c'est cette capacité que j'ai. En fait, ça fait référence à la cohérence cardiaque. Si on réfléchit quelques secondes, la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est une respiration qui peut varier entre 5 secondes, 5 inspire, 5 expire. Moi, j'aime bien 3-6. 3 inspire, 6 expire. C'est une pratique yogique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est moderne, sauf que les techniques de pranayama, de respiration, existent depuis très, 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 très longtemps. Et ils avaient compris depuis très, très, très longtemps que la respiration avait un impact sur le corps, mais ils n'étaient pas en mesure de l'expliquer. Et aujourd'hui, la cohérence cardiaque permet de donner une explication scientifique à quelque chose qui est reconnu depuis très, très longtemps. Et quand ce qu'on a observé, c'est que quand on fait ce rythme respiratoire-là, il y a donc une synchronicité qui se fait entre le cœur et le cerveau, et le chakra frontal. Cette synchronicité, quelque part, cette cohérence qui s'effectue entre les deux, fait que moi, j'arrive dans ma vie et je suis détendu. Détendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde la situation de ma vie actuellement et je suis pas dans une situation de stress. Et quand on n'est pas dans une situation de stress, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on est disponible. On est disponible envers la vie, on est dans notre présent et on regarde toutes les possibilités que la vie nous offre. On n'est pas en train de vivre de l'appréhension. On n'est pas en vie de vivre, on n'est pas en train de vivre des doutes. On n'est pas en train de se questionner à savoir s'il y a des dangers. Non, on est bien, on se sent confortable et on est plein d'entrain pour envisager la vie telle qu'on la souhaite, telle qu'on la veut, tu vois. Donc, c'est pour cette raison-là que l'idée de la circulation cœur frontal, c'est que ça met en évidence, évidemment, ce que je suis dans cette position de détente et intuitive, hein, parce que le cœur, c'est vraiment relié à l'intuition. Est-ce que je suis capable, donc, d'être à l'écoute de mes intuitions,
de cette harmonie que je dirais avec moi-même, qui fait que je regarde la vie avec les yeux ouverts, avec une forme de vision de la prospérité, ou est-ce que je suis plutôt dans la tête? La tête, bien évidemment, elle m'amène donc évidemment à une activité mentale qui peut empêcher l'expression du cœur, mais aussi, si ça se fait bien, ça peut être au contraire un processus intuitif encore plus important qui va en résulter, puisque chakra frontal est étroitement relié à l'intuition, puis à la position du sage. Donc, plus la circulation entre les deux chakras se font, bien plus évidemment, ça met en évidence à quelque part cette grandeur, cette ouverture, en fin de compte, envers la vie, puisqu'on non seulement on a une position ouverte envers la vie, mais en plus, on est capable de se rendre compte qu'on est connecté avec cette sagesse, avec le processus intelligent qui anime toute chose, et ça vient l'augmenter à ce moment-là, tu vois. Donc, les axes que je viens de te proposer sont tous des axes qui sont donc étroitement reliés au chakra inférieur, chakra supérieur. Il y a donc une logique là-dedans, parce que traditionnellement parlant, les chakras inférieurs sont tous reliés à la personnalité et les chakras supérieurs sont plus reliés à l'aspect spirituel ou l'âme. Et c'est dans ce sens-là, quelque part, que la logique que je proposais est celle-là. Tu vois, maintenant, je vais t'écouter pour rapport au chakra de la gorge et au chakra frontal. Mais de toute façon, toutes les possibilités existent. Hein. C'est comme toi, si tu le sens, que l'important, c'est de donner un sens à ce que tu dis, à ce que tu fais, et d'être capable de le vérifier par la suite. Parce qu'on peut avoir une croyance. Hein, je peux être convaincu, moi, de quelque chose, mais si je ne suis pas capable de le vérifier d'un point de vue pratico-pratique, c'est pas intéressant, tu vois. Oui, merci Sylvain. Je sais que le côté chakra de la gorge, chakra frontal, ça va bien, ça circule bien si on part d'un chakra à l'autre pour faire un aller-retour. J'ai eu l'occasion de l'essayer juste sur une personne. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler encore, mais ce serait du chakra de la gorge jusqu'au chakra de la couronne. Puis, on dirait que si je l'essaye, il faut que je le fasse comme en 2 étapes, comme la gorge à frontale, puis de frontale à couronne. Mais Ah ça oui, ne mais là, fait pas direct. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste essayé sur une personne. Je n'ai pas eu l'occasion de vraiment tester. C'est juste quelque chose que j'ai réalisé aujourd'hui. oui, puis ce que je te dirais, c'est que l'intuition, elle ouvre la porte à plein de choses. C'est-à-dire que ce que tu viens de décrire, c'est un soin des chakras. C'est-à-dire que chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra frontal, chakra couronne. Donc, c'est une façon aussi de travailler sur l'équilibre énergétique, hein, de partir du premier chakra vers le haut. Et dans ce sens-là, ce que tu viens de décrire, c'est un peu ça, mais au niveau des chakras supérieurs, tu vois, donc ça pourrait être une façon d'envisager la chose. Mais la logique de tout ça, finalement, c'est que il y a deux grandes écoles de pensée dans l'énergétique. Hein. Il y a celle qui dit, j'ai développé une technique extraordinaire et je vais vous l'enseigner. OK? Ça, c'est ceux qui ont la conviction ils ont eu une révélation. La révélation, c'est que la technique, elle est la révélation. Je vais donner des exemples de ça. Le Reiki, par exemple, en est une, c'est-à-dire j'ai la révélation, j'ai des symboles, je vais vous transmettre ça, et c'est la technique qui va vous permettre de soigner les gens. Il y a aussi d'autres techniques énergétiques hein, qui existent dans le monde. Il y en a plusieurs. Si vous prenez le temps de regarder, il y en a énormément. Alors, ça repose sur la logique intellectuelle, finalement, de dire, ben voilà, moi, Sylvain, j'ai développé une technique, voici cette technique, faites-la, vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Maintenant, il y a l'autre façon de voir les choses, puis qui est plus intuitive et qui appartient peut-être plus justement à la guérison, où on y va plus avec l'intuition. Donc, on est moins dans une technique, on est plus dans l'écoute. Et dans ce sens-là, évidemment, ce que tu dis, Louise, bien, effectivement, avec une personne, tu pourrais vivre quelque chose, puis avec une autre personne, tu pourrais vivre complètement autre chose. Parce que là, à ce moment-là, il y a pas, il y a comme une espèce d'inspiration reliée au fait que tu échanges avec une personne, que son énergie est particulière, puis tu as un échange avec elle, puis tu vas vivre l'expérience à chaque fois. Puis je te dirais que chaque consultation, pour moi, elle est différente. Je vis quelque chose de différent. Donc, moi, ce que j'essaie de vous enseigner, c'est finalement des bases qui ont deux aspects, l'aspect énergétique, puis un aspect intuitif. C'est-à-dire que pourquoi on fait chakra racine, chakra couronne? Mais parce qu'à quelque part, il y a donc un aspect énergétique, mais il y a également un aspect intuitif, dans le sens qu'on peut arriver à évaluer la complémentarité entre la volonté spirituelle et la volonté intuitive. Et c'est ça, quelque part, que j'essaie de transmettre. Et vous n'êtes pas obligé de toujours amener l'aspect intuitif quand vous faites un soin énergétique, mais vous savez que ça peut exister et que vous pouvez donc l'utiliser si vous le souhaitez. Donc, c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Donc, la circulation entre les axes, bien évidemment, c'est une façon, c'est souvent là qu'on va terminer le soin, en fin de compte, hein, pour tout dire. Hein. Au début, on fait un genre
la technique de réunification, par exemple, la technique de l'accueil ou la technique de la réunification, où on crée un cocon d'amour, ça pourrait être une façon de commencer un soin à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne qui se sent un peu nerveuse, souvent dans un début de soin, les gens peuvent des fois être nerveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces gens-là, on va les calmer, on va les relaxer et ils vont se sentir en confiance. Parce qu'ils vont effectivement avoir le sentiment d'avoir un sentiment de bien-être. Donc, ils vont relâcher. Et après ça, si on veut, on peut ensuite envisager de faire un soin en faisant la technique de l'accueil, de la réunification. On peut constater qu'il y a des zones de résistance dans le corps d'un partenaire. On va faire un travail à partir des pieds sur ça, mais on va peut-être constater effectivement que, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une résistance importante dans le chakra sacré, et là, on pourrait ensuite se déplacer pour faire un travail sur le chakra sacré d'une façon plus spécifique, où on pourrait faire ouverture-fermeture, équilibre par les couleurs, circulation centripète-centrifuge. Vous voyez, on pourrait faire quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais vous avez une boîte à outils, en fin de compte, c'est ça que vous devez vous rappeler. Cette boîte à outils-là, vous pouvez la piger, puis selon le temps que vous avez, selon l'intervention que vous faites, selon l'échange que vous avez avec votre partenaire, ben, vous allez devoir quelque part gérer tout ça pour être capable d'arriver à un soin. Maintenant, là, je viens de vous parler des techniques des chakras. Maintenant, rappelons-nous que dans le premier module, il y a des techniques qu'on a appris aussi. Il y avait, par exemple, le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation. Vous vous rappelez de ça? Oui, Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, effectivement. Mais j'en parle parce que justement, Louise, tu m'as fait part de quelque part d'une demande, puis Oui, j'ai dit, ah ben oui, c'est intéressant qu'elle me fasse la demande-là. Puis c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais te répondre dans cet entretien-ci. C'est parce qu'effectivement, tu me dis, je me sens pouvoir enlever comment tu me dis ça, des implants, je pensais ça, hein? Comment tu m'as dit ça? oui, Qu'est-ce que c'est un oui. implant pour toi? C'est une forme énergétique nuisible que quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, implante chez quelqu'un. Puis je sais que ça se fait parce que dernièrement, il y en a qui ont été enlevés chez moi, puis j'étais capable de mieux marcher par après. OK. Alors, moi, je vais te dire mon opinion par rapport à ça, puis toi, tu en feras ce que tu en veux, hein. Mais moi, je pars du principe on peut mettre des hypothèses dans quelque chose, toi, puis ces hypothèses-là, quelque part, il faut ensuite les vérifier. Donc, moi, ce que je te dirais par rapport à cette notion d'implant, puis il y a encore là, dans l'énergétique, il y a énormément de croyances ésotériques qui sont là. Il y a des gens qui vont te dire, ben moi, je me rappelle à une certaine époque, les gens se faisaient dire qu'ils avaient des implants extraterrestres dans leur corps. OK? Ça, c'est quelque chose qui était très, très fréquent. J'ai eu énormément de clients qui sont venus avec des informations de cet ordre-là, me disant, j'ai un médium qui m'a dit que j'avais des implants extraterrestres dans mon corps. Puis c'était quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois. Puis évidemment, le phénomène des possessions, les entités. J'ai entendu ça très fréquemment, puis j'ai soigné même beaucoup de gens quelque part à travers ça, parce que moi-même, j'avais été exorcisé, donc j'avais une appréhension par rapport à ça, j'avais un peu peur de tout ça. Et j'ai eu la chance, par la suite, bon, comme on a peur, des fois, la vie nous met en contact avec des gens qui avaient des situations comme celle-là. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça. Maintenant, on peut sombrer dans la facilité. Je vais dire ça d'une façon un peu crue, là, mais c'est comme ça que je vais vous le dire. On peut sombrer dans la facilité en se disant, ah ben oui, on nous dit ça, donc ça doit exister, tu vois, puis on va commencer à se laisser aller dans la mode du mouvement, tu vois. Puis cette mode-là, quelque part, pour moi, est un indice à quelque part d'un manque de réflexion. Puis je suis un peu cru en le disant comme ça, mais juste pour faire comprendre que la réflexion, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire? On va affirmer des choses. Et si on affirme des choses, ça veut donc dire quelque part qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer quelque part qu'est-ce que ça sous-entendait, tu vois? Et pour moi, c'est très important dans une démarche intuitive parce qu'il y a la différence pour moi entre la croyance puis la démarche intuitive. La croyance, c'est quelque chose que je crois en quelque chose. Tu sais, je peux dire je crois en vie antérieure, par exemple. C'est une démarche, c'est une chose. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que j'observe? Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire la différence dans une démarche intuitive. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je suis capable d'affirmer dans mon expérience intuitive? Et qu'est-ce que je suis capable ça à quoi je crois. Il y a vraiment pour moi une nuance à faire entre les deux. Moi, j'ai toujours voulu, en tous les cas, dans mon enseignement et dans mon expérimentation, voulu à quelque part éviter de sombrer dans des croyances, mais de plutôt chercher à bâtir mon expertise sur l'expérience de ce que j'ai observé, sur ce que je peux affirmer, tu vois. Et quand on me dit, bon, cette histoire-là, quelque part, donc d'implants, etc., ben moi, ce que j'observe, effectivement, c'est que oui, il peut y avoir des interactions entre les êtres humains,
Et ces interactions-là, quelque part, sont déterminées par quoi? Elles sont déterminées par deux choses, par une personne et par une deuxième personne. Et qu'est-ce qui va faire que ces deux personnes-là sont en échange? C'est qu'il y a donc une dynamique énergétique entre les deux. Et cette dynamique énergétique est déterminée par quoi? Elle est déterminée par deux personnes. Cette personne-là, je vais dire ça comme ça, l'agresseur et celle qui est la victime. L'agresseur envoie quelque chose et la victime la reçoit. Si la victime ne la reçoit pas, l'agression est lancée puis que la personne ne la reçoit pas, il n'y en a pas de victime. Tu comprends? Alors, la victime, à quelque part, elle reçoit quelque chose parce qu'elle l'absorbe. Et c'est là que ça touche l'aspect hypoactif. Les hypoactifs ont souvent cette tendance-là à absorber. Ils sont hypersensibles. Et comme ils absorbent les choses, ils vont dire c'est de la faute de cette personne-là. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Ou c'est parce que tu es hypersensible puis tu as absorbé quelque chose que tu n'aurais pas dû prendre? Tu vois? Donc, il y a des nuances là-dedans importantes qui nous ramènent à la notion de responsabilité. Parce que si moi je dis à quelque part, c'est la faute à cette personne-là, elle m'a envoyé quelque chose, je deviens quelque part, finalement, je rends responsable plein de gens à l'extérieur de moi, puis moi, ben, je suis le pauvre de moi, je suis malchanceux. Et ça touche aussi l'aspect de la possession. Les gens qui se disaient possédés, que j'ai rencontrés souvent, ben, aussi ont cette position de victimisation dans certains cas, où ils vont se dire, j'étais malchanceux, je suis possédé, etc. Puis ils vont des fois, effectivement, se laisser prendre dans cette position-là de non-responsabilité parce qu'ils vont se dire, ben, pauvre de moi. Et je pense que c'est des choses à laquelle il faut faire attention aussi dans cette démarche-là. Mais toi, tu crois ce que tu veux, hein? Mais par contre, ce que je vais te dire, c'est que dans mon évaluation, tu ne pourras pas dire n'importe quoi. C'est dans le sens que si tu me dis quelque chose, il va falloir que tu m'en fasses la démonstration. Et pour moi, il y a quelque chose là-dedans de bien important d'arriver à ce que j'appelle le discernement. Si tu m'affirmes quelque chose, fais-moi une démonstration. Et si cette démonstration m'apparaît tient la route, je ne dirai rien. Si tu m'affirmes quelque chose sans démonstration, sans que tu m'affirmes des choses sans qu'il y ait de soutien de ça, je vais te questionner puis je vais te demander à quelque part de me donner des réponses. Tu vois, c'est ça un peu le sens de la démarche. Tu peux croire en ce que tu veux, mais dans la démarche intuitive, tu dois faire la démonstration de ce que tu avances, par contre. C'est ça la différence. Tu comprends? Oui, mais dans mon cas, je ne peux pas dire que c'était un implant, ce que moi j'avais. La seule chose que je sais que c'est du monde en parle. Puis j'ai vécu une expérience il y a moins d'une semaine qui a libéré quelque chose qui fait que la mobilité chez moi est incomparable ou non comparable à ce que je vivais avant cette expérience-là, dans le sens beaucoup meilleur, là, à tel point qu'il y avait de la mobilité partout dans les articulations. Il n'y avait aucune tension. Fait que c'est comme, ben, qu'est-ce que j'avais avant? D'abord, si ça a duré des mois et des mois, peut-être même des années, j'étais pris Mais je avec. vais donner un exemple de ce que, par rapport à ça, que j'ai vécu. C'est que moi, quand j'ai vécu ma formation avec un guérisseur, je me suis retrouvé dans une situation où le guérisseur m'avait dit que j'avais une entité. Et moi, j'avais suivi cet atelier-là sans trop savoir en quoi je m'embarquais. C'est une amie à moi qui m'avait dit, viens, tu vas aimer ça. Et j'y avais été un peu sans réfléchir, puis sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je n'avais pas vraiment lu le texte, quoi que ce soit. Donc, je suis arrivé là-bas, puis là, j'ai découvert qu'il y avait plein de monde qui avait des entités, en tout cas, il y avait des situations de crise. Tout le monde était très calme dans la salle, tout le monde se tenait par la main, puis il y avait quelqu'un qui se mettait à crier. Bon, il y avait toutes sortes de choses bizarres comme ça. Et ça m'a drôlement euh, questionné. Puis quand il m'a dit, en plus, j'étais possédé moi-même, ça m'a encore plus mis dans une position de questionnement. Puis à la fin, à toute la dernière méditation, j'étais convaincu qu'il avait oublié que j'étais là, puis que j'avais une entité, ce qu'il m'avait dit qu'il allait faire quelque chose avec moi, mais je pense qu'il m'avait complètement oublié. Là, j'ai eu une expérience que j'ai vécue, une forme de paralysie. C'est-à-dire que j'ai senti que mes mains, mon nez ont eu comme une tension qui a pris forme. J'entends une lumière bleue très intense dans mon corps et je suis devenu paralysé. Mes bras n'étaient plus capables de bouger. Je me suis recroquevillé sur moi-même, mais je ne sentais rien de particulier à part ce que je viens de décrire. Puis évidemment, le guérisseur considérait que c'était symptôme de possession, ça. Donc, il me mettait au centre, puis ensuite, il enlevait l'entité, etc. Puis bon, alléluia, tout était beau et merveilleux. Alors évidemment, cette expérience que je te viens de décrire était importante pour moi parce qu'elle m'a amené donc à me poser la question, parce que moi, je faisais un travail intuitif où je voyais plein de personnages dans l'énergie des gens. Donc, c'était difficile pour moi de comprendre c'était quoi une entité versus toutes ces informations-là que je voyais. Et avec le temps, j'ai compris que une entité, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quand moi, je suis convaincu à quelque part, quand j'ai une charge émotionnelle très forte en dedans de moi,
cette émotion-là qui est très forte en dedans de moi, quelque part, ben, fait que je suis fortement identifié à quelque chose. Hein. Je ne sais pas, moi, si je suis convaincu à quelque part que il y a, je suis très triste, que je vis une grande, grande tristesse, mais je vais raisonner avec une très, très grande tristesse qui peuvent être associées à des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies. Je vais raisonner avec la même intensité émotionnelle que je vais vibrer avec. Et cette résonance-là va faire que l'énergie en question d'émotion va devenir tellement forte, tellement grande qu'elle va prendre beaucoup de place en moi. Et c'est là que je vais avoir l'impression d'avoir une entité. Parce que cette émotion-là, quelque part, est tellement, tellement identifiée à une souffrance, puis est tellement relié à une mémoire d'autre vie qui a une souffrance similaire à la mienne, qu'à quelque part, ça devient un poids dans ma vie. C'est là que j'ai besoin de m'en libérer, c'est là que j'ai besoin de m'exorciser en quelque sorte, toi. Et dans ce sens-là, évidemment, pourquoi ça arrive, ce phénomène-là? C'est qu'un phénomène, un principe de loi d'attraction, c'est-à-dire que moi, j'attire des émotions fortes en moi pour arriver à me libérer de quelque chose, soit. Et je pense que c'est ça un peu qui explique finalement, entre autres, les entités, c'est que les entités sont là. Pourquoi? Elles sont là pour nous amener justement à faire un travail sur soi, parce qu'on vit des souffrances émotionnelles importantes et que si on raisonne avec une souffrance émotionnelle importante, bon, on peut s'en dégager. Et quand j'avais vécu cette expérience-là, quelque part de paralysie hein, que j'avais vue, ben, quand tu regardes, quand tu commences à regarder un petit peu qu'est-ce qui existe dans la littérature, pas en ésotérisme, mais dans d'autres domaines de psychothérapie, on découvre effectivement qu'il y a un principe normal, c'est que le système nerveux, lorsqu'il est tendu, lorsqu'il y a des charges émotionnelles très, très importantes, le système nerveux est très, très tendu. Puis à un moment donné, à force de faire des soins énergétiques, on arrive à détendre. Et quand la détente se fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une remontée émotionnelle, des décharges nerveuses qui se font, qui vont entraîner quelque part donc des symptômes, à quelque part qu'on ne contrôle pas. On peut arriver à ce moment-là à la limite même parler d'autres langues, tu vois, on peut avoir plein d'émotions, on peut avoir plein de choses, des cris, on peut paraître irrationnel, tu vois. Et c'est quelque chose quand même d'intéressant de comprendre tout ça quelque part, parce que ça veut donc dire effectivement qu'un phénomène d'entité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment une entité ou est-ce que c'est pas plutôt quelque part une charge émotionnelle avec laquelle je suis en résonance avec une autre charge émotionnelle pendant d'autres vies? Et ça nous amène à questionner quelque part le sens de ce que c'est qu'une entité. Parce que l'entité, c'est comme dire souvent, ah ben, t'es une entité méchante qui est en toi. Alors que finalement, l'entité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un messager. C'est une énergie à quelque part qui a une charge émotionnelle avec laquelle je résonne parce que j'ai une charge émotionnelle similaire et que quand je prends conscience de ça, ben, j'en fais pas un plat. Je fais un travail tout simplement, tu vois. Et quand on apprend à développer des compréhensions comme celle-là, bon, on se libère un petit peu de ce qu'on appelle, moi, les croyances, parce que beaucoup de gens sont dans les croyances, ils affirment des choses. Et je pense que dans la démarche intuitive, c'est important, entre autres, quand on a une démarche intuitive et qu'on veut la développer, qu'on soit capable d'avoir une expertise qui nous permette donc de dépasser simplement l'idée de croyances qu'on peut savoir. Tu comprends? Oui, merci. Mais si, admettons, c'est une charge émotive que j'aurais pu avoir, pourquoi je n'ai pas réussi à m'en défaire auparavant avec le travail que je faisais sur moi? C'est sûr que je n'ai pas travaillé cette région-là dans le dos puis dans le bassin Oui, mais tu sais, énergétiquement parlant beaucoup, mais au niveau mobilité physique, j'ai travaillé beaucoup. J'ai même été voir un ostéopathe. Puis, ça a pas, j'ai eu des exercices à faire, mais les exercices n'ont pas aidé. Là, tu sais. Fait que, ils ont aidé un peu, mais ça n'a pas libéré qu'est-ce qui avait besoin d'être libéré. Fait que j'étais un peu curieuse de savoir si c'était pas un implant, c'était quoi d'abord, tu sais. mais tu sais, tu l'as dit toi-même, tu es curieuse. Moi, je continue te répondre, sois curieuse et continue à l'être. Et dans ce sens-là, il fait que de comprendre c'est quoi un implant. Parce que finalement, c'est bien beau de dire c'est un implant, mais c'est quoi un implant? Dans la démarche intuitive, moi, quelque part, quand je parle d'un implant, moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que c'est beaucoup, je vous en ai déjà parlé, il y a toute la possibilité d'acidité dans le corps qui peut jouer important. Puis dans l'acidité, il y a deux manifestations qu'on retrouve. Il y a la colle. La colle, c'est des matières qui sont collantes et l'acidité, qui sont des matières qui sont piquantes, des cristaux. Tu vois? Alors, à quelque part, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la naturopathie, qu'on retrouve dans l'aspect énergétique aussi, dans les interventions que l'on fait. Et toi, tu me disais justement que tu voulais enlever les implants. La chirurgie énergétique te permet de le faire. La technique qu'on a appris dans le premier module, en fin de compte, la première formation de base, hein, ce que j'appelle un peu la formation de base qui te permet d'avoir le tronc commun de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est lecture intuitive des programmations et soins. Euh,
Tel que je peux dire que par rapport à ta demande, Louis, justement, donc les techniques de chirurgie, de miniaturisation et de transfert d'énergie sont toutes des techniques à quelque part qui touchent vraiment le soin. Et sans doute que ce serait intéressant pour toi de l'intégrer davantage. Ce que je te dirais aussi, c'est qu'il y a un module effectivement qui existe que je ne sais pas trop quoi faire encore avec, parce que justement, comme vous êtes très en retard, cet enseignement-là, finalement, je me dis, bon, à quoi il servirait de vous donner accès, parce que c'est quand même plusieurs heures de cours, toi, puis ça serait quelque chose qui viendrait comme. Pardon? Ah, ben les dedans, ça va peut-être nous motiver à plus à aller à passer à travers les vidéos. Il faut penser positif. Ben, faites-moi la preuve. Ben, j'attends toujours la preuve. J'attends que vous arriviez à me démontrer que vous êtes au-dessus de vos affaires. Puis là, je vais vous dire, OK, on va y aller. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un bon nombre d'heures. Puis je me dis, bon, je vais regarder en fin de compte à quoi ça ressemble tout cet enseignement-là qui est présent. Mais l'idée, c'est que déjà, avec les techniques que tu as apprises dans le premier module, plus celles sur les chakras, tu peux faire énormément. Tu peux déjà pas mal toucher tout ce que tu veux toucher. Puis le travail sur les implants, puis les choses-là, quelque part, ben, comme je dis, moi, finalement, moi, ça ne fait pas partie de mes croyances. Puis ça fait quand même plus de 25 ans que je fais ça, puis j'ai entendu plein d'affaires sur toutes sortes de thèmes, toutes sortes d'histoires bracadabrantes sur l'énergétique. Et puis moi, je vous dirais, finalement, bon, que quand on travaille avec la technique de chirurgie, on apprend à enlever quelque part ce qu'on veut enlever, hein, qu'on appelle ça des implants, qu'on appelle ça de l'acidité, qu'on appelle ça des perturbations, qu'on appelle ça des énergies négatives, qu'on appelle ça ce qu'on veut. La chirurgie énergétique nous permet de travailler à enlever les choses d'une façon importante. De toute façon, le transfert d'énergie permet, lui, de redonner de la lumière. Puis toutes les techniques chez chakras, quelque part, c'est très, très précieux. Moi, je vous dirais qu'avec ça, on peut travailler sur les chakras, mais on peut travailler sur les organes, c'est que les techniques que vous avez vues sur les chakras. Donc, il y a un monde d'exploration assez important dans toutes ces applications-là. Puis je te dirais, Louise, que avoir un bon appétit, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir quelque part être aussi dans l'intégration, l'assimilation de l'alimentation qu'on mange. Donc, je te dirais d'y aller doucement à ce niveau-là. Ben, on y va déjà doucement avec les vidéos, fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Bon, tant mieux, tant mieux. Ben, je ne m'inquiétais pas non plus, hein. Je te dis juste à quelque part que je ne veux pas vous donner de l'information pour donner de l'information parce que c'est pas utile, dans le sens que si je voyais quelque part que vous seriez dans une position où vous seriez à l'affût de ça, ben, je pourrais vous dire, OK, on pourrait y aller, mais actuellement, je ne sentais pas que c'était une voie nécessairement. Tu sais, mélanger les affaires, je trouve que ce que vous avez comme actuellement comme enseignement, il y a quelque chose là-dedans d'épuré, mais en même temps, d'être très, très, très complet. Vous n'avez pas exploré toutes les explorations. Là. Tu ne me feras pas croire ça de toute façon, Louise, parce que je ne te croirais pas. Là. Tu vois, c'est que toutes Ah, les ben non. techniques, à quelque part, sont en soi déjà un univers très, très complet. Toutes les techniques qui sont dans ce module-là dont je parle sont des techniques finalement intéressantes, puis en même temps qui ne sont pas tant que ça, parce que ce sont comme c'est comme des éléments qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent vous mélanger, qui peuvent vous égarer. C'est pour ça, quelque part, que j'avais un peu d'hésitation, mais on y reviendra sur cet enseignement-là, puis je vous donnerai peut-être accès à un moment donné pour que vous puissiez regarder, mais vous allez voir que c'est ce que vous avez déjà là, c'est ça qui est le plus important. Je dirais que le travail qui est vraiment sur que vous avez, les techniques sont vraiment les techniques fondamentales. Tu sais, par exemple, les soins de l'aura, ben, à quelque part, on recoupe ça. Bien évidemment, ça, ce module-là, je pourrais vous donner accès. Mais quand vous allez être prêt à le faire, pas, je veux que vous ayez quand même une maîtrise minimale de ce que je vous propose actuellement pour éviter de vous retrouver à faire d'apprendre plein de choses et de ne pas les intégrer, ça ne serait pas utile. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais tu vois, moi, vraiment, ce qui m'a freiné là ces derniers temps et ce qui m'a même bloqué, c'est vraiment cette croyance là au niveau des chakras. Et depuis que je l'ai identifiée et donc en me disant bon, elle est plus d'actualité, elle doit s'en aller. Eh bien, comment ça s'appelle, de travailler sur moi au niveau des chakras a été beaucoup plus simple. Donc, effectivement, il y a vraiment des histoires des fois de blocage ou pour différentes raisons, hein, peu importe. Mais à partir du moment où tu les identifies, ben après, ça roule, quoi. Ben, une autre croyance, à quelque part, qui fait que les gens ont souvent très peur, c'est les entités. Euh, Mm. les gens ont souvent très peur, à quelque part, ils vont voir, je ne sais pas moi, dans le genre d'énergie d'une personne, une sorcière, puis là, ils vont passer en courant en se disant, mon Dieu, elle est possédée. Alors, vous voyez, ça, c'est un autre aspect aussi qui est vraiment associé à des croyances, c'est la notion du bien et du mal quand on aborde l'aspect intuition, surtout,
l'aspect du bien et du mal doit être dépassé. Parce que si on commence à juger les perceptions intuitives qui sont en nous en se disant ça c'est bien et ça c'est mal, bien inévitablement que là, on est dans un processus où on n'est pas dans un processus d'ouverture et d'accueil. Et ça, je pense qu'il faut vraiment apprendre aussi à. C'est pour ça que le travail de questionnement, de déprogrammation et de soins est si important, parce qu'on se sort un petit peu de cette vision du bien et du mal qui peut facilement, malheureusement, piéger notre regard sur les perceptions intuitives. Alors, quelle que soit l'énergie qui se manifeste à nous, on doit se rappeler que, par exemple, quelqu'un qui est en gros, on capte une, je sais pas, une mémoire de quelqu'un qui serait très, très en colère, par exemple, qui est très méchante, qui voudrait faire des choses pas gentilles, mais on doit se rappeler quelque part, cette mémoire-là qui se manifeste à nous, on pourrait se dire, mon Dieu, elle est méchante, va de rétro-satana, alors que finalement, cette mémoire-là, on doit se rappeler qu'elle est souffrante. Elle souffre. C'est pour ça qu'elle manifeste cette émotion-là. Donc, si on lui demande calmement pourquoi elle souffre, c'est quoi, pourquoi elle est comme ça, etc., on apprend justement à entendre qu'elle souffre et à entendre quelque part qu'on n'est pas en train de réagir contre elle. Mais si on réagit contre elle, qu'est-ce qui va se passer? On fait un transfert. On fait un transfert. Moi, j'ai peur d'elle. Donc, en lui donnant, en la rejetant, ben, elle risque à quelque part de se mettre plus en colère contre moi. Et là, j'ai l'impression à ce moment-là que l'entité est contre moi parce que je suis en résonance avec elle. Vous comprenez un peu la nuance de ça? C'est là qu'il y a des pièges au niveau inconscient qui sont importants et c'est pour ça que c'est important la notion de neutralité. La notion de neutralité, c'est de questionner qu'est-ce qu'on observe et d'éviter de sombrer dans la réactivité émotionnelle. Parce que si on tombe dans la réactivité émotionnelle, on peut s'inventer n'importe quoi à ce moment-là. C'est pour ça que la position de témoin est vraiment importante dans la démarche. J'ai quelque chose à vérifier avec toi, si ça te Oui, oui. dérange pas. Il y a une personne qui, pendant qu'elle faisait la vaisselle, a commencé à sentir des drôles de sensations puis des drôles d'émotions qui ne lui appartenaient pas, des émotions de se vouloir se lacérer les poignets. Puis, tout d'un coup, cette personne-là dit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi c'est quoi cette affaire-là? Puis la seule donne qui était différente, c'est que deux personnes qui étaient présentes avaient été à un hôpital pour traiter une dépression, mais qui avaient probablement été dans un, un département psychiatrique. Puis il serait peut-être revenu soit cette personne-là pour la dépression ou soit des énergies de quelqu'un d'autre, puis que la personne qui faisait la vaisselle a écopé ou absorbé sans connaissance, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, ces énergies-là. Puis la seule façon de s'en défaire, c'est de dire aux deux autres personnes présentes d'aller ailleurs, de sortir de l'appartement, puis d'être absent pendant un certain nombre de jours pour pouvoir récupérer de ces émotions-là, pour s'en libérer. Comment t'expliquerais ça? Bien, il y a plusieurs explications à donner par rapport à ça. La première, c'est que pourquoi une personne capte quelque chose? Première chose, tu vois? Pourquoi on capte? Hey, moi, mettons, je suis un médium. Qu'est-ce qui va faire que je vais communiquer avec des personnes décédées ou que, tu vois? À mon avis, je suis capable, moi, de m'ouvrir à un certain nombre de choses. Pourquoi je suis capable de m'y ouvrir? C'est parce que, quelque part, mon champ de conscience est ouvert à ça, tu vois? Alors, si mon champ de conscience est juste limité à ça, je vais être capable de m'ouvrir à quoi? À ça uniquement. Je ne suis pas capable de m'ouvrir plus que ça. Donc, on doit comprendre ici que, quelles que soient les expériences que l'on vit, elles sont étroitement reliées à nous. C'est-à-dire que moi, je résonne avec quelque chose et ce à quoi je résonne, si je résonne avec, c'est parce que je suis capable de raisonner avec. Donc, cette personne-là, si elle a capté cette information-là, elle avait donc, à quelque part, quelque chose qui lui appartenait là-dedans. OK? OK, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si c'est quelqu'un, tantôt on a parlé de l'hypersensibilité, de l'hypoactif, quelqu'un qui a une certaine hypersensibilité, c'est quelqu'un, par exemple, qui rentre dans une église puis qui va capter des émotions provenant du Moyen Âge, et qui vont capter, tu sais, c'est des gens, quelque part, qui sont capables de capter des émotions. Il faut se rappeler, par contre, que ce qu'ils vont capter, en général, ces personnes-là, sont en résonance avec eux. Ce pas des choses étrangères comme telles. Puis on doit comprendre que tous les êtres humains, tout ce qu'on a pu vivre comme dans l'histoire de l'humanité, bien, quelque part, ce n'est pas étranger aux êtres humains que l'on est. Mais il y a des
particularités avec lesquelles on va plus raisonner que d'autres, tu vois. Et cette personne-là, probablement, qu'elle avait donc un degré de résonance avec ça, et que si elle est dans une position de témoin et qu'elle pratiquait la pratique de la pleine conscience intuitive, elle serait sans doute été capable d'écouter le message de cette manifestation-là, qui lui aurait permis sans doute de comprendre qu'il y avait quelque chose qui lui appartenait possiblement à ça. Tu vois? Donc, tu vois, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, on peut paniquer ou on peut avoir peur, puis c'est normal. Mais si on est dans un processus de témoin et qu'on cherche à identifier un messager, hein, quel est le message de ça, on va arriver sans doute à comprendre que le message a une raison d'être, tu vois, par rapport à notre propre existence. Puis, ceci dit, évidemment, cette personne-là, évidemment, bon, elle peut dire que c'est ces deux personnes-là qui ont provoqué ça, mais si elle a cette sensibilité-là, probablement qu'elle le vit très fréquemment. Je donne un exemple. Elle est avec son mari et elle se sent triste. Pourquoi elle se sent triste? Bien parce qu'elle sent la tristesse de son mari, par exemple. Tu vois, je donne un exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relié à une constitution. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hypersensible va capter, va ressentir énormément les autres, au point qu'elle se sentira même plus elle-même. Elle va se sentir constamment happée par l'extérieur. Tu comprends? Oui, merci. Mais je pense pas que la personne en question était consciente Non, de... non. Je dis bien qu'elle n'était pas consciente. Je sais bien qu'elle n'était pas consciente. C'est pour ça, justement, que souvent, on ne comprend pas toutes ces choses-là parce que, comme ça se fait au niveau inconscient, ben, quelque part, on les subit. On a l'impression, quelque part, de subir quelque chose. Maintenant, quand on comprend quelque part, c'est un peu comme la maladie. On pourrait se dire, mais on dit, la maladie, je l'ai attrapée, je suis malchanceux. Mais si on prend le temps de comprendre comment la maladie prend forme, on se rend bien compte, effectivement, que la maladie ne vient pas du jour au lendemain. Elle se prépare. Elle se prépare de quelle façon? Ben, en tenant compte justement des conditions énergétiques, l'équilibre, l'hyperactivité, l'hypoactivité, le désalignement, l'hyposurchargé, l'hypersurchargé, l'hypo-épuisé, l'hyper-épuisé. C'est toute cette logique-là, quelque part, qui nous permet d'arriver à comprendre le sens de la maladie. Hein, quand on se dit, ben, on dit, t'es malchanceux, t'es malade. Ben oui, mais si on comprend quelque part que l'individu qui est devant nous a un potentiel santé et qu'on doit prendre soin de lui, de son potentiel santé pour qu'il ne tombe pas malade ou le moins possible, ben quelque part, on comprend quelque part cette logique des conditions énergétiques dont j'ai parlé tantôt, qui ne sont plus à ce moment-là des théories. C'est vraiment des éléments essentiels pour comprendre ce qui se passe chez une personne à ce moment-là. Tu comprends? Fait que dans le fond, la personne qui est malade n'est pas malchanceuse, elle est chanceuse parce qu'elle a une opportunité d'apprendre. Exactement. Puis d'apprendre justement ce que le corps veut lui témoigner, parce que souvent, le corps, quand il tombe malade, c'est parce qu'il veut nous exprimer un besoin de transformation, de changement qu'on n'a peut-être pas entendu autrement. Et que là, c'est une occasion justement de se permettre de l'accueillir, tu vois. Merci, Sylvain. Donc, est-ce que vous auriez des questions avant qu'on termine maintenant par rapport? OK, il y a peut-être des choses que j'ai peut-être pas parlé dans l'enseignement qui n'était pas posé. Vous avez peut-être vu qu'il y avait un enseignement également sur l'armure psychocorporelle. Est-ce que vous l'avez visionné ou pas? Euh, Je J'en ai entendu parler un peu, mais je ne me souviens pas exactement. Si tu décris un peu plus, ça va peut-être rafraîchir la mémoire. Ben, en fait, je vous en parle, on en parle un peu dans les vidéos. C'est que les chakras, il y a plusieurs grilles de lecture des chakras. Hein, la première grille, bon, celle que vous avez apprise, c'est celle des guérisseurs avec l'aspect intuition, etc., où on reconnaît que les chakras, c'est 7 niveaux de développement spirituel, en fin de compte, et dans lesquels il y a des composantes émotionnelles, etc., énergétiques qui sont associées à ça. Mais également, un autre regard on peut regarder le corps d'un point de vue musculaire. C'est-à-dire que on peut constater que chaque être humain a des structures musculaires différentes et qui se développent différemment. Par exemple, il y a des gens qui sont obèses, il y a des gens qui sont hyper maigres, etc., etc. Donc, cette idée-là des chakras, c'est de reconnaître que on peut parler d'énergétique d'une personne, on peut regarder globalement, physiologiquement la personne. Par exemple, je vais donner un exemple, quelqu'un qui est obèse, OK? C'est quelqu'un qui est gros. Alors, on pourrait se dire, mon Dieu, cette personne-là, quelque part, euh, elle s'est construite une grosse armure à quelque part, puis elle voulait prendre de la place, puis elle voulait s'affirmer, etc. Mais quand on regarde d'un point de vue énergétique, on peut comprendre que bien que son corps physiquement, objectivement, est gros, il peut y avoir une fragilité énergétique à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, elle est faible, mais physiologiquement, elle est grosse. Parce qu'à quelque part, son énergie est tellement faible qu'elle s'est construite musculairement parlant pour se protéger de cette fragilité énergétique-là. Donc, ça devient intéressant d'avoir cette espèce de regard où on comprend peut-être mieux
ce que physiologiquement le corps déploie versus ce que l'énergie déploie. C'est dans ce sens-là, évidemment, qu'il y avait cet enseignement qui était proposé, qui était une façon aussi d'aborder le travail sur les chakras un peu différemment, parce que on peut travailler sur les chakras d'un point de vue, bon, à distance, comme vous l'avez sans doute fait entre vous. On peut le faire évidemment en pratique, physiquement parlant, avec la personne où on la touche, où on peut la toucher d'une façon très subtile, parce qu'on ne va pas faire d'intervention manuelle vraiment, on va mettre nos mains sur le corps, faire des exercices. On peut également ne pas toucher le corps, un peu comme si c'était son aura, mais on peut également masser le corps, masser doucement le corps, dans le sens de faire des mouvements. Hein, par exemple, de dire, ben, ton chakra sacré, il y a trop d'énergie dans ton chakra sacré, donc je vais déplacer l'énergie de ton chakra sacré vers ton chakra solaire. Donc, on va prendre nos deux mains, on va déposer ça sur le corps et on va déplacer l'énergie dans le corps de la personne. Et on va vraiment faire comme un genre de massage, genre d'effleurage sur le corps. Tu vois, on va vraiment faire comme si on poussait l'énergie vers le plexus solaire. Donc, ça, c'est une autre façon également d'intervenir au niveau énergétique qui peut être intéressante autour des chakras. Vous me suivez? Oui, merci. Oui, Donc l'idée de ça, c'est qu'il y a trois niveaux d'intervention au niveau du toucher, en fait. Il y a le toucher où on ne touche pas le corps, donc le travail à distance, on ne touche pas le corps, mais dans un contexte en présentiel, vous pourriez faire un soin où vous ne touchez pas le corps. Vous faites un travail sur les chakras, mais vous restez au niveau du champ énergétique. Vous pouvez donc aussi déposer vos mains sur le corps et à ce moment-là, faire un travail énergétique en laissant vos mains sur le corps. Et vous pouvez également mettre vos mains sur le corps et faire un genre de massage doux sur le corps, dans lequel vous cherchez à répartir l'énergie dans le corps en tenant compte des chakras et de le faire de cette façon-là. Ça va? oui. Je vais regarder la vidéo dont tu parles, C'est parce que je ça. ne l'ai Je pas pense encore que. fait. Puis il y avait aussi la spirale évolutive qui était présentée, mais bon, la spirale évolutive, comme je disais tantôt, il y a toute une grille de lecture. Moi, je ne vous demande pas de vous occuper de la grille de lecture autour de la spirale évolutive. Ce que je vous demande, par contre, c'est de comprendre ce qu'est la spirale évolutive. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un se présente à vous et qu'il y a un certain comportement, une certaine problématique, vous pouvez travailler avec la spirale évolutive dans le sens de vous dire, OK, tu as un état de conscience d'insomnie, je peux donc travailler sur l'insomnie avec toi. Pas avec toi dans le sens physique du terme, mais avec l'énergie de ton insomnie, avec l'énergie de ta colère, avec l'énergie de ta dépression, etc. Donc, on apprend justement à vraiment dissocier notre partenaire avec l'état de conscience en question, et c'est comme ça qu'on travaille sur la spirale évolutive. Ok. Alors, l'intérêt de ça, évidemment, c'est que si on est bien entraîné avec la pratique intuitive, ça veut donc dire que quelqu'un nous parle de quand elle avait 5 ans et s'est passé quelque chose. Elle nous parle de ça. Bien, nous, pendant qu'elle nous parle, on peut se relier à cet état de conscience-là de l'âge de 5 ans, être capable de lui faire part de ce qu'on perçoit. Ensuite, elle nous parle de son grand-père qui avait un problème, il était illettré et ça l'a fait souffrir énormément. On peut se relier avec ce grand-père-là et se relier à lui de cette façon-là. Vous voyez, la spirale évolutive ouvre la porte à plein de possibilités qui sont très, très riches et très, très grandes parce qu'elles vont dire quelque part que vous pouvez euh, intervenir sur plusieurs niveaux en ayant cette habileté-là. Donc, c'est pour ça que c'est en développant la pratique que vous arrivez à développer cette aisance-là, puis en cherchant à la développer, cette habileté-là, justement, pour qu'elle puisse devenir de plus en plus naturelle. Ça va? Oui, oui. Ah, pour moi, ça va très bien là. Ça me OK. parle bien. Bon. Écoutez, donc, je pense qu'on va conclure. Donc, la prochaine étape, ce serait logiquement de commencer à vous préparer donc à la pratique d'un partenaire. Donc, notre prochain rendez-vous, ce serait un entretien comme celui-là pour vous préparer à ça. Alors, si vous le souhaitez, on pourrait prendre rendez-vous dans 2 semaines. Si vous aimez mieux avoir plus de temps, bon, mais je pense que dans 2 semaines, ça pourrait être bien parce que à partir du moment que cet entretien-là aura lieu, je vais vous donner un peu un protocole pour faire la pratique à deux. Et à partir de là, ben là, vous allez pouvoir commencer justement à pratiquer à ce moment-là avec une autre personne, avec d'autres personnes, en fin de compte. Puis là, peut-être je ferai l'annonce également pour que vous ayez une clientèle, si vous avez de la difficulté à trouver des gens, mais je puisse vous référer des personnes. Ok. Donc, dans Donc, 2 semaines, je dis. Ah, pardon, vas-y, Louise. non, c'est ça, continue Thierry, c'est correct. Dans 2 semaines, on se retrouve le jeudi aussi.
Oui, attends, je vais pas regarder sur mon agenda et sur mon téléphone, je suis sur le téléphone. Mais ce que je vous dirais, je vais pouvoir vérifier, mais dans 2 semaines, ça ne devrait pas être effectivement le jeudi. Ce que je vais vous dire également, c'est que vous avez un document, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, je ne sais pas s'il est accessible en fait, parce que je n'étais pas sûr qu'il fonctionne bien. C'est le contrat, là, je vous avais parlé de faire un contrat pour les clients là, pour, comment on appelle ça déjà, une clause de, Oui, pas de oui, oui. non-responsabilité, mais de, c'est plus le terme. De Oui, ce dont non-responsabilité. tu, C'est pas de ouais, c'est ce dont tu non-responsabilité. nous avais parlé la dernière fois. C'est Mais ça, par contre, ça, je l'ai pas vu, hein. ouais, mais vous l'avez, je ne sais pas où, attendez, je n'ai pas en mesure de le regarder ici. Attendez, j'ai mon ordinateur. C'était un document de 2 pages que vous auriez normalement dans la section. Attendez, je ne m'appelle plus, puis je n'arrive pas à ouvrir mon ordinateur. Attendez. Euh, vous ne le voyez pas dans le school? Moi, je peux pas accéder. Là, je suis sur le téléphone. Alors, je suis en train de regarder pour changer d'interface, que School, je vais vous tenir au courant. Une interface qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Comme j'ai beaucoup de formations, je crois que l'autre interface va être beaucoup plus intéressante. Donc, je vous tiendrai au courant à ce sujet-là. C'est plus facile aussi pour vous retrouver. C'est vraiment beaucoup mieux fait. Donc, je suis en train de commencer à amener les nouveaux enseignements sur cette structure-là. Donc, peut-être d'ici 2 semaines, je serai en mesure de vous dire que je vais être prêt, mais bon, je vous tiendrai au courant. D'accord. Là, j'ai ouvert mon ordinateur, mais là, il prend un peu de temps. Bon, OK. Je vais aller voir, je vais vous dire où est-ce qu'il est sur School, là, si vous voulez attendre un instant. OK. Donc, j'y suis. Donc, Classroom. Alors, ce serait dans lecture intuitive et soins des chakras. Et puis, c'était, je l'avais mis ça dans le module 4. Ah, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas vu, parce que le module 4, c'est ben, la partie d'un partenaire. OK, vous avez donc les documents. Vous vous rappelez, vous avez des documents hein, dans ce module 4-là, mais Oui, c'est oui. attendez, me suis peut-être trompé, j'ai peut-être mis ça ailleurs. Attendez. Euh, Mais il pratique n'était pas dans, il était pas Ah, dans la... document entente avec un client. Je l'ai mis complètement à la fin, je suis désolé, je n'aurais pas dû le mettre là, mais je pense que je vais voir si ça fonctionne. Je suis en train de voir sur mon ordinateur, je ne sais pas si vous, ça va vous fonctionner, mais c'est un formulaire de consentement éclairé et déclaration de non-responsabilité. Oui, c'est ça que tu nous avais parlé, oui. C'est ça, c'est un 2 pages. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. C'est à la toute fin du document, de la formation. Ça s'appelle document entente avec un client. Attends, je vais regarder voir. Oui, parce que je me demandais si elle allait être capable de l'ouvrir parce que moi, j'ai fait avec un document que je ne suis pas habitué d'utiliser. Donc, je me demandais si elle allait être capable de l'utiliser. Dans le module 2, là. Hein. À la toute fin de la formation certifiante, lecture intuitive et soins des chakras. Document entente avec client. Oui, je le vois. Est-ce que tu es capable de l'ouvrir? Oh, attends une seconde, ça, je vais vérifier. Oui, il y Oui, a OK. 2 pages, 3 pages. C'est ça, c'est plutôt 2 pages, je pense. La Ouais, troisième deux page, je pages, pense qu'elle est deux vide. pages. Mm. Puis là, je vais profiter de l'occasion pour vous dire quelque part le module 4. Hein. Je ne sais pas, je sais pas ce que vous avez visionné parmi le module 4, mais je vais juste vous en faire un peu la remarque. Là. Il y a donc le module 4. Euh, J'essaie de sauvegarder, par contre, le document, puis je n'arrive pas. pardon? Je ne peux pas sauvegarder le document. Ah, OK. Je peux l'imprimer. Ah, peut-être si je l'imprime en PDF.
Ouais, je vais pouvoir l'imprimer en PDF. Moi, je vais créer une copie. C'est peut-être là, download une copie. Tu ne peux pas le télécharger? Donc, moi, je peux le télécharger de mon côté. Puis là, je voulais juste vous dire, simplement, par rapport au module 4, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo sur le soin à distance. Vous avez une vidéo sur communication avec un partenaire. Vous avez également un webinaire de démonstration qui était là. Et ensuite, vous avez une série de vidéos. Euh, donc, technique d'ouverture et fermeture vers un partenaire, exercice d'ouverture et fermeture, donc la théorie plus pratique d'ouverture et fermeture d'un partenaire. Ensuite, équilibre des couleurs, théorie pratique sur un partenaire. Circulation rotatoire, théorie pratique. Mouvement descendant et ascendant, théorie pratique. Circulation entre les axes, théorie et pratique. Lecture intuitive et soins d'un chakra, des chakras, en fin de compte, d'un partenaire. Donc, vous avez une première partie sur laquelle on vous montre les techniques pour travailler sur un chakra et une deuxième partie sur laquelle vous travaillez sur le mouvement ascendant, descendant et la circulation rotatoire des chakras. Vous avez également soins de la spirale évolutive, théorie et pratique, armure psycho-énergétique de la spirale évolutive, exercice et soins de l'armure. Donc, vous voyez, c'est ça un peu. Puis, il y a également différencier message de l'ego et de l'âme. Ça, c'est une question qui m'a été posée, puis je l'ai laissée là pour, comme information. Donc, vous voyez que vous aviez beaucoup de vidéos quand même sur ce module-là. Vous n'êtes pas obligé, comme je disais tantôt, de tous les suivre, mais en même temps, c'est cette capacité de pratiquer en profondeur qui vous aide justement à développer l'habileté intuitive et de vous rendre de plus en plus à l'aise avec la méthode. Hein. C'est ça, quelque part, qui est la clé, c'est la pratique qui est vraiment essentielle et de vous obliger justement à faire une pratique plus approfondie que moins approfondie. C'est quand même une solution très intéressante pour le voir. Donc, le prochain module qu'on va voir ensemble, c'est la pratique supervisée certification. Donc, il y aura donc un webinaire que je vais vous proposer de faire avec moi, dans lequel je vous présenterai justement tout le cheminement, tout le déroulement de qu'est-ce qui va nous attendre. Puis, vous avez encore une fois, évidemment, donc un certain, je vous dirais un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec les documents que vous avez. Là. Je vous avais laissé des documents. On prendra le temps de regarder ensemble la fameuse clause que vous avez également aussi. On prendra le temps de regarder de quelle façon ça pourra prendre forme et de quelle façon que vous voulez procéder aussi pour la clientèle. Là. On pourra regarder ensemble le temps que vous avez envie de prendre pour faire les consultations. Et il y aura également une pratique supervisée dont il sera question. Pas une pratique supervisée, une évaluation comparative plutôt que je vous parlerai également. Qu'est-ce que c'est exactement, et de quelle façon qu'on pourra procéder pour pouvoir le faire. Donc, c'est pas mal ça. Donc, moi, j'aurais pas mal complété ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, Oui, mais vas-y, c'est Louise. Tu as commencé tout à l'heure, tu n'as pas terminé. OK. Merci, Thierry. Ce que j'aimerais mentionner, savoir, c'est tout ce que tu viens de nous dire présentement, est-ce qu'il y a moyen de nous l'envoyer dans un courriel, tu sais, comme prochaine rencontre, c'est ça, l'autre rencontre, c'est ça, tu sais, pour qu'on ait une idée d'un genre d'horaire, à quoi nous attendre pour quand, là, tu sais, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Ben, en fait, vous avez peut-être le compte-rendu que Zoom fait. Si vous voulez, je peux vous envoyer ce compte-rendu-là. OK. C'est l'intelligence artificielle qui font ça, c'est nouveau. Et j'ai vu que c'était quand même pas mal. Hein. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal la dernière fois que je l'ai vu. En tout cas, je ne sais pas aujourd'hui à quoi ça va ressembler, mais c'est quand même pas mal. Ça nous permet d'avoir un genre de synthèse de tout ce qui était dit. OK. C'est Ok, bon. super. Par contre, moi, c'est tout à fait autre chose. J'essaie vainement d'avoir tes cartes depuis un moment et je ne sais pas où aller les chercher. Tes cartes, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, tu sais, les cartes en... Pardon, Louise? Non, le jeu de cartes de Sylvain, parce que moi aussi, Oui, c'est le jeu de intéressant. cartes de Sylvain. Oui, oui, tout à Ah, fait. OK. Ben, en fin de compte, je vais te dire très franchement, c'est qu'actuellement, je suis en réflexion par rapport à ce projet-là parce que euh, j'ai un projet d'écriture concernant la spirale évolutive qui est plus long que finalement que prévu, mais qui va présenter la spirale évolutive dans sa dimension plus pratique. Parce que le gros livre, c'était un livre qui se voulait, bon, qui présente la méthode d'une façon plus théorique. Là, je voulais faire un livre qui se voulait plus pratique, qui était beaucoup plus long.
Et je m'étais dit que j'aurais envie donc de sortir, de faire un lancement avec tous les produits ensemble pour vraiment proposer quelque chose qui aurait une plus grande envergure, si les gens comprennent mieux. Donc, le projet de jeu de cartes, il existe le livre sur le jeu de cartes est disponible. Le jeu de cartes en lui-même est fini. Il me reste à l'imprimer d'une façon plus importante. Actuellement, j'ai un petit tirage. Et comme ça me coûte une fortune de l'envoyer par courrier, que ce soit pour le Québec, que ce soit pour la France, que ce soit pour ton pays où tu es. C'est très cher le courrier pour un genre de produit comme ça. Mais je dois travailler avec Amazon. Je dois m'en occuper justement très prochainement de regarder quels seraient les fonctionnements par rapport à ça. Donc, il y aura un lancement qui aura lieu plus officiellement dans les mois qui vont venir pour lancer le projet comme tel. Je suis un peu pris par le fait que c'est un projet quelque part qui me demande de l'énergie à devoir aussi le faire connaître. Alors, c'est ça qui a fait que j'attends. Je n'ai pas encore trouvé la disponibilité pour me lancer le projet de carte également, parce que le projet de carte, c'est super intéressant comme projet, mais il y a toute la spirale évolutive qui est là. Je voulais comme présenter quelque chose un petit peu plus élaboré. Et voilà, c'est ça un peu, je dirais. Donc, le jeu de cartes va être disponible, mais pas tout de suite. Par contre, tu peux avoir le petit livre, le livre du jeu de cartes qui, lui, attends, je ne l'ai pas ici, ou je l'ai mis ça à côté. Attends, je vais te le montrer. Et voilà. Ça, c'est le petit livret qui va avec le jeu de cartes, avec les cartes à l'intérieur. Donc, vous avez un livre qui vous explique tout le concept du jeu de cartes et qui vous explique un peu comment les cartes doivent être utilisées. Maintenant, le jeu de cartes, à quelque part, ben, ça reste que c'est un outil, mais c'est un outil qui ne fait pas partie de la formation actuellement. Pourquoi? Parce que justement, c'est un outil à part. Les gens qui vont s'intéresser au jeu de cartes, c'est des gens qui ne s'intéresseront pas nécessairement à développer la pleine conscience intuitive. Parce qu'un jeu de cartes, à quelque part, c'est un soutien, c'est un support. Et l'idée là-dedans du jeu de cartes, c'est d'apprendre effectivement un langage, un univers finalement qui est la spirale évolutive, que vous pourriez bien sûr enrichir votre pratique intuitive grâce à ça, parce que ça pourrait vraiment être intéressant, mais ce n'est pas obligatoire du tout l'information. C'est pour ça que je veux parle de la spirale évolutive d'une façon très intuitive dans la démarche et je n'aborde pas le sujet de la spirale évolutive dans le sens théorique du terme, qui est un langage en soi très complet, qui vous amènerait à aller beaucoup plus en profondeur et qui va être souvent plus vu dans un autre volet de la formation qui touche plus l'aspect mémoire cellulaire. Donc voilà, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Ok, très Le jeu de bien. cartes, je te tiendrai au courant, je vous tiendrai au courant dès que le jeu de cartes aura vraiment sera disponible, parce que actuellement, c'est plutôt la disponibilité qui est problématique. De quelle façon pouvoir le rendre disponible à tout le monde, c'est ça un petit peu que je suis en train d'évaluer. Voilà. Non, mais est-ce que tu en as des jeux qui te restent quand même, mettons, chez toi ou quelque chose comme ça? Oui, oui. Oui, Est-ce mais que tu peux en mettre? le coût est tellement élevé à envoyer que finalement, c'est ça un peu le problème. C'est un coût qui est assez élevé à envoyer le jeu de cartes, là, finalement. Donc, je pourrais toujours l'envoyer, mais moi, comme je dis, je vais attendre encore un petit peu de temps pour vous donner pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport au projet de jeu de cartes et de quelle façon il va être distribué. Ben, regarde, peux-tu en mettre un de côté pour moi, s'il vous plaît? Je peux le payer avec les formations. Puis, tu n'as pas besoin de l'envoyer. Quand je passerai je vais aller voir mon frère qui est dans le coin de Lac-Simon, là. Si tu veux, c'est libre à toi. Si tu veux pas, c'est correct aussi, mais je pourrais peut-être te prendre en passant. On pourrait se rencontrer à quelque part si tu veux pas que j'aille chez vous. Hmm. Là. Ça, je comprends ça pour le côté privé. Puis on peut faire un échange. Ben, tu me donneras le jeu, je te paierai le jeu avant. Comme je te dis, je dois évaluer quelque part qu'est-ce que je vais faire, parce que j'en ai un petit stock de jeux de cartes actuellement, et peut-être question que je fasse quelque chose, donc pour le liquider en fin de compte, et ce serait un enseignement présentiel. Donc les gens se présenteraient, tout comme en Europe, c'est ça que je ferais aussi à ce stade-ci, mais je dois prendre une décision bientôt à ce sujet-là. Mais je vous tiendrai au courant concernant le jeu de cartes, et puis voilà, j'en ai en stock de toute façon actuellement, donc il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que pour le rendre plus accessible, il faut qu'il y en ait, faut que j'aille trouver une formule qui soit convenable. Je n'ai pas encore OK. trouvé exactement. Je tiendrai Est-ce au que courant de toute façon de ce sujet-là. C'est bon? tu as les livres avec ça aussi? Pardon? Est-ce que tu as les livres avec ça aussi? Ah, les livres, ça c'est facile. Ça, c'est les livres, c'est par Amazon. Donc, ça, je peux vous les envoyer facilement. Le livre n'est pas un problème. C'est le jeu de cartes qui est le problème. Parce que le jeu de cartes, bon,
Amazon peut le prendre. Mais comme j'ai un projet d'écriture qui m'a été beaucoup plus long, ça a fait que j'ai perdu un petit peu, je suis en retard par rapport à cette idée-là. Donc, je vais m'en occuper la semaine prochaine, probablement. Donc, je vous tiendrai au courant quand je serai en mesure de vous dire des réponses plus concrètes concernant ça. OK. C'est bon? Aucun problème. Merci. OK, oui, merci. D'accord. Donc, on se dit dans 2 semaines, le jeudi, je vais vérifier de mon côté, mais je pense que ça va être bon. Et puis, à ce moment-là, on fera un genre d'animation. Donc, ce que vous avez à faire d'ici ce temps-là, c'est de continuer à pratiquer, à intégrer un peu ce que vous avez vu autour de la pratique. Et cette prochaine fois-là, on regardera un petit peu comment on s'organise pour mettre en place l'organisation pour la pratique supervisée. Ça va? Oui, OK, super. D'accord. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, belle fin de soirée. Puis, on se dit à bientôt. Merci, Oui, Sylvain. une belle journée. Quand est-ce qu'on se parle Merci. pour ce que tu me dis qu'on n'était pas jasé, là? En fin de compte, c'était ça. Oui, on pourrait se parler là, si tu as du temps. Oui, OK. Tu vas arrêter l'enregistrement, Oui, puis... oui, OK. c'est ça. OK. À très bientôt, tout le monde. OK, Thierry, je te OK. rappelle après, OK? Oui, OK, pas de problème. OK, allez, À bye. tantôt. Au revoir.